fort que l'on vit depuis quelques années, qui est celui d'essayer d'introduire l'intelligence artificielle dans les métiers. C'est pas la première fois, et c'est même un sujet récurrent lié à l'intelligence artificielle. Mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est ce qui s'est passé en année 2023 par rapport à ce que je faisais avant en tant que chercheur, et peut-être ce qui va se passer en 2024. Ce qui s'est passé en 2023, et c'est le sens du titre de mon intervention, du cas d'usage au bricolage, c'est qu'en 2023, on est passé en très peu de temps de moins de 1% des travailleurs qui pouvaient décrire une expérience consciente de travail avec l'intelligence artificielle. Je dis consciente parce que des fois il y avait l'IA mais ils ne le savaient pas, mais ce n'était pas le sujet, à quasiment 20% en un an. Les statistiques sont à gros grains parce que les études ne sont pas toujours d'accord, et puis on ne sait pas sur ces 20% si ça a été une fois ou si ça a été le coup de cœur et qu'après tout au long de l'année on a utilisé notamment ChatGPT, mais pas que, mais souvent c'était ça. Mais on sait qu'on est passé de moins de 1% à 20% en un an, notamment en France. Avec une grande différence, c'est que si les 1% étaient le résultat d'un projet d'entreprise, eh bien les 20% sont une démarche spontanée d'employés. Et donc ça change beaucoup de choses, et surtout c'est très révélateur de quelque chose qui est essentiel dans ces projets et qui était très lacunaire dans les projets initiaux, c'est l'adoption. L'IA a été globalement adoptée par les travailleurs, mais il y a sûrement un lien avec le fait que c'est eux qui avaient décidé de l'introduire et la façon dont ils l'introduisaient. Donc pour moi il y a un enseignement très fort, mais il y a aussi des limites, et c'est le sujet que je vais évoquer. Alors rapidement, je ne vais pas être très long là-dessus, mais moi je suis le directeur scientifique du Laboria, qui est un programme de recherche qui est commun au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités et d'INRIA, laboratoire de recherche en technologie, qui avait été lancé par Elisabeth Borne en 2021, avec un angle « Préparons le futur du travail ». Il est réactualisé pour 2024, 2025, 2026, mais c'est plus du tout l'angle du futur. C'est l'angle de maintenant. Et comment on fait? Je pense qu'on est assez nombreux à être dans la discussion sur l'IA au travail, et on est à peu près tous pareils. Je reçois à peu près 6 demandes par jour d'intervention dans les entreprises, dans les collectivités, avec non pas « faites-nous une conférence inspirante qui va nous préparer l'avenir », mais aidez-nous à comprendre ce qui est en train de se passer. J'y reviendrai. Je suis aussi membre du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, qui essaie de faire remonter des bonnes pratiques en matière d'IA responsable, notamment dans le travail. Je fais un peu de projets industriels, et pour terminer, je fais aussi partie de comités éthiques de l'IA pour des entreprises, notamment 22, qui utilise de l'IA pour analyser les vidéos prises par les caméras surveillance dans les villes. Donc sujet très sensible, et DocaPost, que vous connaissez peut-être, qui est une spin-off du groupe La Poste, et qui commercialise une des applications les plus répandues en France. Si vous avez des collégiens et des lycéens, vous la connaissez, c'est Pronote. 18 millions d'utilisateurs uniques, énormément de data, toute la vie des jeunes dessus, et on voudrait faire de l'IA avec, mais on ne veut pas faire n'importe quoi. Hop. Je viens de voir... Donc d'abord, je vous ai dit que c'était un vieux sujet. Devant vous, vous avez Herbert Simon. Herbert Simon, il avait dit, dans 20 ans, les machines seront capables de faire tout ce que les humains peuvent faire. Il n'a pas dit ça cette année, mais non, il ne pouvait pas. Il l'a dit en 1958. Si vous faites le calcul, 1958, 1978, 1978, on était au cœur de ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Donc on peut dire qu'il s'est planté. Alors... Herbert Simon, il est intéressant, au-delà du fait qu'il s'est trompé comme beaucoup quand on prédit les grands succès de l'IA. Il est intéressant parce qu'il est à la fois prix Alan Turing en intelligence artificielle et prix Nobel en économie. Donc il est un peu à la ligne de crête de notre sujet. Et je parle devant des économistes, donc je vais être évidemment très grossier de leur point de vue. Il a eu le prix Nobel notamment pour sa théorie de la rationalité limitée. Et la théorie de la rationalité limitée dit quoi? Elle dit, dans les entreprises, dans les organisations, on trouve des solutions satisfaisantes face à des problèmes qui n'ont pas de réponse optimale. On trouve des solutions satisfaisantes face à des problèmes qui n'ont pas de solution optimale. Contrairement à ce qu'avait dit Taylor avec la science du management, non, c'est pas ça, c'est pas scientifique. Ce n'est pas scientifique. Et donc lui, sa vision de l'IA, puisqu'il faisait partie du fameux Dartmouth Summer Programme, c'était que les machines doivent être capables de prendre ce genre de décision.
On doit pouvoir automatiser ce type de décision. Parce que finalement, des machines qui trouvent des solutions à des problèmes qui ont des réponses optimales, on les connaît, c'est des calculatrices, c'est des ordinateurs, c'est complexe, mais on peut y arriver par l'algorithmie, par le codage, par la programmation. Mais aller chercher ces problèmes qui n'ont pas de réponse optimale, ça c'est vraiment intéressant. Donc il a fait cette prédiction, ça vous a pas échappé, ce n'est pas arrivé. Et il y a différents motifs pour lesquels on pense que ce n'est pas arrivé, mais je voudrais mettre l'accent sur un qui est le plus connu peut-être, qu'on appelle le paradoxe de Polanyi. Le paradoxe de Polanyi, c'est l'idée selon laquelle, c'est pas Karl Polanyi, à nouveau pour les économistes, mais Michael, son petit frère, qui a écrit un livre qui s'appelle The Tacit Dimension. Et dans ce livre, il dit « Nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire. Nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous demandez à un professionnel, a fortiori de haut niveau, mais comment tu fais? Eh bien, là désolé, c'est blague française, comme dirait Andrew Manoff, il ne vous dit pas tout. Voilà. Et pourquoi il ne vous dit pas tout? Parce qu'il ne sait pas qu'il le sait. Et le paradoxe de Polanyi va encore plus loin. Plus vous êtes bon, moins vous savez ce que vous savez. Et donc là, évidemment, dans l'approche traditionnelle, good old fashion de l'IA symbolique, qui consistait à faire éliciter par un expert ses compétences pour les mettre ensuite dans une machine, je vais vite, eh bien vous bloquez. Parce que finalement l'expert, il vous dit ce qu'il sait, mais il ne sait pas ce qu'il sait. Et en plus, sa valeur ajoutée, le plus fort de sa valeur ajoutée, il n'en a pas conscience. Donc évidemment, ce qui a changé la donne, bien avant ChatGPT, c'est ça, c'est le véhicule autonome. Pourquoi? Parce que le véhicule autonome, d'abord, était l'exemple emblématique de Polanyi dans son livre. Il dit, quand vous conduisez, vous ne mettez pas en œuvre les connaissances que vous avez appris lorsque vous avez appris à conduire. Vous faites face à des situations extrêmement diversifiées, avec une énorme facilité. Et plus vous conduisez, plus c'est facile. Mais si vous demandez à un conducteur, mais comment tu fais? Il ne saura pas vous le dire. Il ne saura pas vous le dire. Et donc, c'est là où on voit sortir le fameux livre, vous savez, le deuxième âge de la machine. Le deuxième âge de la machine démarre du paradoxe de Polanyi. Et il dit, voilà, une voiture qui peut conduire toute seule, mais ça c'est la preuve qu'on peut faire des machines qui arrivent à résoudre des problèmes, sans qu'on leur décrive la solution de bout en bout. Et comment elle y arrive? Vous le savez mieux que moi, par les données. Et évidemment, le véhicule autonome n'est pas entièrement programmé par les données, voire majoritairement c'est de l'algorithmie classique, parce qu'on ne va pas mettre une voiture au milieu de Toulouse en lui disant apprends à conduire, ça n'a pas de sens, ça va mal se passer, il fera du Iscara en double fil, etc. Donc c'est pas possible. Mais tout ce qu'on ne sait pas décrire dans la conduite, eh bien on va l'amener par la donnée. Et donc on se retrouve exactement dans cette situation pour le travail. Tout ce qu'on n'arrive pas à décrire par la règle professionnelle, par le process, eh bien la donnée, par sa capacité de corrélation, l'IA par sa capacité de corrélation entre les données, va extraire des manières de faire que le professionnel n'arrive pas à voir. Et donc c'est ce qui fait qu'on a ce fameux article de 2013, puis d'autres, qui commencent à dire « ça y est, l'IA peut bosser ». Alors l'IA peut bosser, moi ce que j'ai commencé à faire à partir de 2013, c'est le moment où j'ai commencé à me saisir de la question. Grosso modo, c'était quoi un use case? On en a décrit quelques-uns aujourd'hui. Un use case de l'IA au travail. Jusqu'en 2022. C'est-à-dire, c'était quoi mon métier? Mon métier, c'était de regarder des situations où, bien souvent, un process d'innovation était enclenché pour essayer d'introduire l'IA dans une activité. C'était rarement le travailleur qui allait voir son manager en disant est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA parce que là cette tâche j'en peux plus et l'IA ça doit être vachement bien. Non, souvent il y avait une démarche de grands groupes qui se mettaient dans le sujet de l'IA et regardaient où est-ce qu'on pouvait avoir des use cases pour commencer à voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Et donc un use case, qu'est-ce que c'est? C'est des codes programmés pour apprendre à partir de données pour un usage spécifique. Voilà, bien souvent, on allait dire, il y avait le chatbot, on veut répondre aux questions les plus récurrentes. Il y avait l'IA de reconnaissance, on veut que l'IA reconnaisse la qualité des soudures sur les châssis de voitures. On veut que l'IA fasse... Voilà, on cherchait comme ça des verticales sur lesquelles on pensait qu'on pouvait avoir de la data et on faisait un POC, voilà, une preuve de concept. Comment ça marchait? Eh bien, généralement, donc, comme je l'ai dit, on partait d'une innovation push. Je vois pas trop ce qui se passe. On mettait en place une équipe projet. Ça coûtait des sous. Il y avait une réflexion éthique.
Malgré tout, faut reconnaître, hein, les grands groupes sont pas partis comme ça, 100% business. Non, dans tous les grands groupes avec lesquels je travaillais à ce moment-là et avec lesquels je travaille encore, il existe une comitologie éthique. Il y a des universitaires, il y a des gens indépendants, voilà, Airbus, EDF, la SNCF, Total, tous les grands groupes que j'ai croisés à un moment. Il y a des gens qui sont engagés dans la réflexion éthique. Et puis, la plupart du temps, il faut du dialogue social, parce que c'est obligatoire. Quand vous avez une action de transformation des conditions de travail, quand vous transformez un métier, il y a du dialogue social. Qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, bien souvent, on va le revoir, le POC était considéré comme réussi d'un point de vue des KPI ou des métriques. On a atteint une performance, mais on s'arrête là. Voilà, il y a une stat qui est à peu près partagée. Grosso modo, le taux de conversion d'un POC en production est à peu près de 15%. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que qu'est-ce qui fait que derrière, on ne l'embauche pas, l'IA ? Voilà, on l'a formé, mais on ne l'embauche pas. Voilà. Donc finalement, on passe pas, pour prendre le vocabulaire, on ne passe pas la période d'essai. Alors, je reviens un peu sur la question de l'éthique. Vous connaissez les 7 exigences pour une IA éthique qui avait été posée par les grands experts de haut niveau européens. Il y avait plusieurs industries qui sont ici, qui ont participé. On vous dit, pour lui faire confiance, il faut que l'IA maintienne la possibilité du contrôle humain et de l'action humaine. Il faut qu'elle soit robuste et sûre. Il faut qu'elle soit soucieuse du bien-être sociétal et environnemental. Il faut qu'elle soit RSE compliant. Il ne faut pas qu'elle produise de la discrimination, qu'elle porte atteinte à la diversité. Il faut qu'elle soit équitable. Il ne faut pas qu'elle altère la chaîne des responsabilités. Il ne faut pas qu'on puisse dire non, c'est pas moi, c'est l'IA, on ne sait plus qui c'est, mais oui, mais elle a appris toute seule, donc c'est qui ? Est-ce que c'est le fournisseur ? Non, tout ça, il faut que ce soit clair. Il faut qu'elle soit transparente, à minima dans ses finalités, si possible dans ses raisonnements, mais ça, c'est une thématique scientifique qu'Anity traite de façon formidable à travers l'IA hybride, notamment. Et puis, il faut qu'elle soit RGPD compliant. Donc ça, voilà, l'Union européenne dit le cadre. Alors c'est de l'éthique, c'est pas impératif. Maintenant, on est dans l'IA Act, donc là, on commence à être dans le lourd, dans l'impératif. Mais on est encore dans la démarche volontaire. Alors, je vous ai dit, effectivement, on fait des cas d'usage, mais ils passent pas la période d'essai. Et dans le rapport qu'on avait fait au GPI, au Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, on s'était posé cette question. Pourquoi les POC qui marchent ne sont presque jamais déployés ? Voilà, c'est la question qu'on s'était posée. Quand ça ne marche pas, oui, on comprend, mais quand ça marche, pourquoi ? Alors on avait identifié 3 raisons majeures. La première, c'était que parfois, il y avait des sujets organisationnels qui n'étaient pas traités. Un exemple qu'on avait mis dans le rapport, c'était un système d'IA qui analysait les écarts qu'il y avait entre l'analyse des incidents dans les centrales nucléaires qui étaient relevés par les experts et ceux qui étaient relevés par les capteurs. Et il y avait chaque jour une espèce de stand-up meeting où on regardait qu'est-ce que les capteurs disaient que nous on n'avait pas vu ou qu'est-ce qu'on avait vu que les capteurs n'avaient pas vu. Et l'idée c'était de comprendre mieux la notion d'incident. Et là, le principe, c'était de regarder comment on pouvait créer un système d'IA qui automatisait cette connaissance. Ça marchait très bien, mais à un moment, il fallait rajouter un écran à un professionnel qui en avait déjà 5 devant lui. Et donc là, on a dit, non, en fait, là, il y a une surcharge cognitive, il faut repenser le poste de travail. Sauf que repenser le poste de travail, c'est plus la même chose. C'est plus la même équipe qui, elle, était là pour designer un système d'IA. Et puis après, elle a dit, s'il faut changer le poste de travail, là, c'est des ergonomes, là, c'est autre chose. Donc, ça ne pouvait pas prendre. Donc, c'est ce qu'on appelle la question de l'organisation. La deuxième, c'était la socialisation. Vous savez, la socialisation en sociologie, c'est le processus par lequel vous faites l'acquisition des normes et des valeurs pour pouvoir vivre en société. Et parfois, un système d'IA, il venait heurter les valeurs d'une profession. Un exemple qu'on avait mis en avant, c'était un professeur d'intelligence artificielle qui pensait gagner de l'argent en faisant un système d'IA qui était capable de faire ce dont tous les profs se plaignent. Moi, je suis fils de prof, tous les week-ends et tous les soirs. Je dois corriger des copies. Et on n'est pas tranquille, on ne dort pas tant qu'on n'a pas corrigé les copies. Là, le blues du lundi approche. Le dimanche soir, il y a le tas de copies qui nous attend. On l'a évité tout le week-end. Et puis là, on ne peut plus y échapper. Il est 21h. Les enfants ont été horribles. Et je suis crevé. Je préfère regarder le film de TF1. Mais non, il va falloir que je me tape les copies. Et il était sûr que là, il allait gagner un paquet d'argent.
En plus, c'était un système qui corrigeait pas des QCM, ça on le fait depuis longtemps, des copies intelligentes. Voilà. Eh bien, il a commencé à faire son POC, il a montré ça à une communauté d'enseignants. L'enseignant dit c'est vachement bien, merci beaucoup, mais non. C'est notre devoir de faire cette tâche qu'on déteste. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, donc jamais on va l'automatiser. Donc là, on venait buter sur une valeur de responsabilité. Et puis, on a évoqué la question des pratiques. Alors, comment l'introduction d'un système d'IA vient remettre en question des savoir-faire, des pratiques qui sont constitutifs d'une identité professionnelle. Et parfois, on est surpris que le système d'IA, à nouveau, va être refusé pour une pratique qui est explicitement condamnée. Tout à l'heure, Romaric parlait des pain points. C'est vrai, mais parfois, comme pareil que sur les copies, les pain points, on ne veut pas qu'on y touche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de dignité qui peut être acquise. Alors là, c'était pas sur l'IA, mais c'était sur les exosquelettes. On fait un exosquelette, on l'adresse à quelqu'un qui se plaint d'avoir mal au dos depuis 10 ans, qui est au bout de sa vie parce que toute la journée, il porte des charges lourdes, etc. Et puis là, on lui dit, on va te mettre un exosquelette, ça va être super facile. Ah bah non. Pourquoi ? Parce que si on peut mettre un exosquelette à ce type d'opération, n'importe quel gringalet comme moi va pouvoir supporter pendant 20 ans le fait de porter des charges lourdes. Et c'est ma dignité, c'est mon prestige, et d'être capable de faire ça, de souffrir et d'endurer cette souffrance tous les jours. Et là, quand vous êtes un ingénieur bienveillant, vous dites t'as mal au dos, moi je te trouve la solution, mon gars. Oui, mais j'en veux pas, parce que mal au dos, c'est ma dignité. Et donc on voit que parfois on se retrouve face à des tensions comme ça, en termes de pratique, qui sont pas évidentes. Vous demandez quelqu'un qui fait pas la cuisine, et vous lui dites, voilà, un plat surgelé, tu le mets au micro-ondes, il est pas choqué. Par contre, vous dites à quelqu'un qui aime faire la cuisine, maintenant tu vas utiliser un Thermomix, il va vous dire Thermomix c'est pas de la cuisine. Voilà. Donc chaque situation comme ça peut trouver des réticences. Et donc notre atterrissage il n'était pas d'une originalité folle, c'était que la performance technique elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Voilà. Elle n'est pas suffisante parce qu'il y a des challenges socio-organisationnels qu'on n'a pas encore bien identifiés. Alors l'année 2022 et surtout 2023, de mon point de vue, elle a permis d'identifier un certain nombre de ces sujets, en tout cas de mettre le doigt dessus, à travers l'arrivée de cette IA générative, grand public, que les collaborateurs, les salariés, ont introduit clandestinement dans leur activité. C'est important, ils l'ont fait clandestinement, et peut-être parce que c'est clandestin, il y a une adoption plus forte. Et ça a été vraiment intéressant parce que c'est venu de l'initiative des collaborateurs. Et si on a une énorme accélération de l'IA en 2024, c'est aussi par la volonté de rattraper ces pratiques. Voilà. L'organisation ne veut pas être dépassée par ses collaborateurs sur l'IA. Notamment parce que le but fondamental d'une organisation, c'est quand même de documenter ses pratiques et de faire en sorte que sa performance ne repose pas sur des initiatives hétérogènes des collaborateurs et inconnus. Ça, c'était ce qu'on faisait avant Taylor. Avant Taylor, on mélangeait des artisans dans un atelier et puis chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et puis Taylor, il a dit non, vous allez faire ce que moi je veux. Voilà. Et les organisations, quelque part, sont encore dans ce mindset-là. Il faut que la performance, elle repose sur quelque chose qui est documenté et qui est répétable. Voilà. Et facile à transmettre, qui ne dépend pas du fait que les gens soient présents ou absents. Donc on a bricolé avec l'IA et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait, même si vous ne le dites pas, parce que c'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est l'IA d'AI ? C'est toujours des codes programmés pour apprendre à partir de données, mais sans but spécifique. En fait, on y va, on a ça, et on est au travail, et on regarde ce qu'on peut faire avec. Alors, je vous ai parlé de 20%, on ne sait pas si ça a été une fois ou 10 fois, si ça a été 10 fois par jour, ou si ça a été 10 fois dans l'année, mais chacun a essayé de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire avec. Ça, c'est un graphique que vous avez peut-être vu, c'est un peu tout l'ensemble des pratiques qui ont été identifiées, notamment par Capgemini. Moi, j'avais lancé une étude en février où j'avais demandé sur LinkedIn ce que j'appelais des user stories. Voilà, c'était pas des cas d'usage, c'était des user stories. Et donc, je demandais à chacun, dites-moi pourquoi vous avez utilisé ChatGPT, pour quelle tâche, quel était votre but, qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour améliorer ce que vous avez reçu, et est-ce que vous allez continuer à l'utiliser. Voilà. Et je demandais à chacun, par cas d'usage, de me répondre. Et donc j'ai eu plein de petites histoires comme ça. C'était pas les grandes histoires, c'est les petites histoires de bricoleurs qui racontent comment ils ont bidouillé avec ChatGPT.
Voilà quelques éléments que j'ai pu avoir. Hein. Trouver de l'information technique pour une étude, poster sur les réseaux sociaux, trouver une liste d'idées sur un secteur, créer des rapports sur des sociétés, trouver la langue qui convient à des prospects, à des stratégies, organiser mon agenda. Ça, c'est la partie bleue. Et la partie grise, c'est les stratégies. C'est là où on voit toutes les capacités d'astuce et de créativité que ça a généré, demander à reformuler de manière plus professionnelle. Donc là, quelque part, OpenAI, hein, vous savez, à OpenAI, ils ont lancé ChatGPT le 30 novembre 2022 et ils ont publié le mode d'emploi en décembre 2023. Et on pourrait se dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour se foutre de nous. Ben non, ils ont fait ça parce qu'ils ne l'avaient pas. Et comment ils l'ont eu? Grâce à tout ça. Et à un moment, ils ont remarqué que le système, un peu ingérable, il se comportait vachement mieux quand on lui disait de prendre un persona. Voilà, fais ça à la manière d'un consultant, hein, à la manière d'un prof de TBS, fais-moi ça. Et là, de suite, il y avait un résultat qui était beaucoup moins insipide. Voilà. Alors, il le reste pour le prof de TBS, mais pour celui qui veut faire comme s'il l'était, et celui qui ne connaît pas, il a l'impression que oui, c'est un prof qui lui parle. Donner du contexte. Hein, c'est le deuxième tips qui est donné dans le mode d'emploi qui a été fourni par OpenAI, et donner du contexte. Et aussi, on sait que ChatGPT 4, la révolution par rapport au 3.5, c'est qu'on peut dropper ses propres documents dedans. Et donc ça change tout, quoi. Au lieu de raisonner sur Internet, il raisonne entre guillemets, il raisonne à l'intérieur de nos documents. Donc lui donner du temps, lui donner des ordres explicites, tout ça, c'est des choses qu'on a vues après. Et ça, c'est ce qu'on me donnait en mars 2023. Et en décembre, je ne sais pas si OpenAI a piqué mon étude, mais on voit tous les éléments. Donc ça, c'est la partie des tips. Alors, même schéma, mais on voit que ça va être différent. On part des pratiques, donc on part plutôt d'innovation pool. On bricole, c'est gratuit, à peu près. Enfin, c'est vous le produit, hein, mais 3.5, c'est gratuit. C'est une expérience personnelle. 68% des utilisateurs de ChatGPT en France et aux États-Unis ne l'ont pas dit à leur manager. Alors pourquoi ils ne le disent pas? Voilà. On peut se demander pourquoi ils ne le disent pas. D'abord, il y a un vieux réflexe. Vous savez, l'opérateur sur la chaîne de Ford, quand il avait trouvé un truc pour gagner 15 minutes pour respirer, il n'allait pas dire à son manager « j'ai trouvé une amélioration de 15 minutes, comme ça je vais pouvoir bosser encore plus ». Non, les 15 minutes, il se les gardait pour respirer. Donc là, c'est pareil, sauf que là, c'était plutôt des cadres qui ont utilisé ChatGPT. Quand ils trouvaient un moyen de gagner 1 heure, ils se la gardaient. Voilà. Il y avait une gain de productivité, mais elle était pour eux. Si mon manager il est super content, qui dit « Waouh, comment t'as fait? Je pensais que t'en avais pour la matinée, t'as mis ça en 1 heure. » Le mérite, je vais pas le partager avec ChatGPT. En plus, si j'annonce que je l'ai fait avec ChatGPT, qu'est-ce que va me dire mon manager? Ah ouais, d'accord, je te paye pas pour ça, ou feignant, voilà, feignant. Donc, dans le doute, je préfère rien dire. Et je me garde toute la reconnaissance, et je suis pas dans l'espèce de honte d'avoir eu besoin d'une béquille pour le faire. Vous voyez, l'IA, c'était en 2022, c'était hyper méritant d'être un peu dans les pionniers. Maintenant, vous utilisez l'IA pour un travail, on va dire non, t'es feignant. Mais ça pose un vrai problème, c'est qu'on a l'utilisation de l'IA au travail va redéfinir les critères de la reconnaissance. On ne pourra pas être uniquement sur les efforts ou sur les résultats, il va falloir trouver un bon mix. Et puis il y avait un questionnement moral et non pas éthique, beaucoup plus binaire, c'est bien ou c'est mal, surtout parce qu'en plus, dès le mois de décembre, Sciences Po, grande institution, nous a dit ChatGPT c'est tricher. Donc il a mis l'usage de l'IA dans le paradigme de la triche et de la fraude. Donc c'est quand même assez fort, c'est assez puissant. Et j'en ai parlé avec Dominique Bouillet, qui était un peu le porte-parole de ça. Et tout le monde se dit, bon, peut-être que c'est triché, on ne veut pas être des tricheurs. Maintenant, reprenons les critères de la confiance. Parce que c'est ça qui est intéressant. ChatGPT, c'est l'antéchrist des 7 exigences de l'Union européenne. Sur l'action humaine et le contrôle, les gens ont utilisé, ils ne savaient absolument pas comment ça marchait. D'ailleurs, ils ont très mal utilisé. Souvent, ils l'ont utilisé comme un moteur de recherche. On l'a tous fait la première fois qu'on l'a vu. On lui a posé une question sur un truc où on était super solide. On a vu qu'il s'était planté. On s'est dit, qu'est-ce qu'il est con. Et on a arrêté. Voilà. Alors que c'est le pire moyen de l'utiliser. Mais voilà, on ne peut pas exercer son contrôle si on n'a pas les bases. Sur la robustesse technique et la sécurité, c'est un prédicteur statistique. Donc la vérité n'a rien à voir. On sait qu'il y a un article qui a évoqué le fait que ChatGPT avait 65% de pertinence. Bon,
souvent j'ai des comex qui me disent on peut pas utiliser ChatGPT, il a 65% de pertinence. Je leur dis oui, bien, bien. Et après je leur dis, est-ce que vous pouvez me donner chacun vos scores de pertinence dans vos décisions? Voilà, ils sont où? Elle est où la data room des managers? Il y en a pas. Il y en a pas pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mesurer la qualité des décisions managériales. Voilà, on regarde parfois les conséquences et quand les résultats sont bons, on se dit que le manager a dû être bon. Mais il y a une corrélation, mais il n'y a pas forcément une causalité. Voilà, mais on se dit qu'on est bon parce que les résultats sont bons. Donc c'est pour ça que c'est une technologie de manager quelque part. Gouvernance et protection des données, bah là, on savait pas trop, on savait pas souvenir, personne connaissait OpenAI, donc c'était compliqué. C'est pour ça que plein d'entreprises ont dit surtout il faut pas l'utiliser. C'est pas du tout transparent. Bon là, bonne chance les traducteurs, hein, mais voilà, on dit que c'est OpenAI. En fait, c'est plutôt opaque AI. Hein, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, enfin un peu dans les grandes lignes, mais on ne peut pas aller sous le capot, comme on dit. Diversité, non-discrimination, équité, il y a une éthique. Voilà. Alors, Elon Musk dit c'est woke, mais voilà, c'est l'éthique des ingénieurs blancs démocrates de la Silicon Valley. Donc, et puis c'est aussi meilleur pour le business de faire en sorte que ChatGPT soit pas raciste, pas sexiste, pas homophobe, pas platiste et pas climato-sceptique. Donc on a enlevé tout ça de la base d'entraînement, on a mis des paramètres pour éviter des bad buzz. Mais c'est pas représentatif de la diversité. Voilà, c'est représentatif d'une opinion. Si vous êtes d'accord, vous voyez pas le problème. Voilà. Mais il y en a un quand même. Sur le bien-être sociétal et environnemental, bah, on sait qu'il y a des impacts écologiques très forts. Et puis, il y a eu cet article du Times qui a montré les Kenyans qui bossaient toute la journée. J'étais il y a 2 jours avec Antonio Cassilli, qui lui a visité les centres. Il m'a dit, mais c'est épouvantable. Voilà, c'est épouvantable, ces centres où on étiquette des images, où on labellise des vidéos, etc. Il a même dit, j'ai même vu des endroits où ils étaient payés en nature. Ils sont payés en paquets de riz. Voilà, et c'est des conditions de travail mais épouvantables. Et quand vous rentrez là-bas, et on leur dit, vous êtes qui? Moi, je suis un chercheur. Alors, Cassie, il est italien, mais en France. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il a dit, nous, on est l'IA. Voilà, l'IA, c'est nous. Voilà, vous voyez des algorithmes. Nous, on est l'IA. C'est nous l'IA, en fait. Voilà. Donc, c'est quand même pas terrible. Et puis, sur la responsabilité, bah, OpenAI n'assume aucune responsabilité. Il y en a qui ont essayé. Voilà, ils ont eu des problèmes. Et vous avez souvent demandé probablement à ChatGPT, est-ce que tu es responsable de ça? Non, 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 surtout pas. Donc, on n'y est pas du tout. Mais pour un sociologue, c'est quand même très troublant. Parce que bah, vous avez une technologie qui ne respecte aucun des critères de la dignité de confiance que les sociétés européennes lui avaient attribués. Donc comment ça se fait? Voilà, pour moi, en tant que sociologue, je trouve ça fascinant. L'éthique de l'IA, c'est mettre des valeurs, etc. C'est mon boulot, ça. Bah, la technologie, tout le monde l'adopte, et pourtant, elle est dégueulasse sur le plan éthique. Alors, bah, voilà un peu les trajectoires que j'ai rappelées. Il faut savoir que bah, dans le cas d'usage, et Romaric l'a bien évoqué, bah, les employés étaient plutôt partie traînante, notamment parce que globalement, ils y voyaient une atteinte à leur autonomie dans le travail. Voilà. L'IA portait atteinte à leur autonomie. Même quand on n'aime pas ce qu'on fait, eh bien, on veut le faire comme on veut. Et avoir une machine qui commence à mettre la main sur les process, on n'aime pas ça. Donc on avait des dirigeants qui disaient, n'ayez pas peur, l'IA, ça va vous libérer, ça va vous reconcentrer sur les tâches à faible valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée, etc. Et on avait ce taux d'échec très important. Voilà, avec ChatGPT, on a eu le contraire. On a eu des dirigeants qui freinaient, des managers qui freinaient. Moi, j'ai fait une collection de mails que les dirigeants envoyaient à leurs collaborateurs pour dire n'utilisez pas ChatGPT. Voilà, j'ai celui de Airbus, j'ai celui de Renault, j'ai celui d'EDF. Alors, c'était pas toujours des fois, c'était simplement on a coupé parce qu'on a vu ce que vous mettez. On pense que vous avez mis n'importe quoi. Voilà, on pense que vous avez mis n'importe. Et c'était vrai. Voilà, Montpellier, la collectivité de Montpellier a fait quelque chose en disant on veut pas. Mais ça se répand très rapidement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les PME ont commencé à aller vers l'IA. Les PME, ils étaient très éloignés du sujet. Il y avait plein de dispositifs de la BPI, des boosters IA pour faire de l'IA au dernier kilomètre. Mais en fait, les PME, elles n'étaient pas au dernier kilomètre. Elles étaient au dernier 500 kilomètres. Parce qu'on n'était même pas sur de la digitalisation. On était encore sur de l'industrie 2.0. Donc, c'était difficile d'aller amener l'IA quand il n'y avait pas l'écosystème. Et là, bah, il y en a dans des cas d'usage, enfin dans les user stories que j'ai collectés, il y avait plein de dirigeants de PME. Parce qu'en fait, un dirigeant de PME, il crée une entreprise autour de quelque chose qui lui plaît,
Et puis après, il a plein de trucs qui lui tombent dessus. Il faut qu'il fasse de la compta, il faut qu'il fasse du dialogue social, il faut qu'il fasse le DRH, il faut qu'il fasse plein de choses qui l'éloignent de ce qui le motive dans la création de sa PME. Donc il a utilisé ChatGPT pour ça. Comme vous le savez, vous l'avez déjà vu, ça s'est diffusé très rapidement, 2 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, un record de TikTok battu. Et on a commencé à avoir des études, je vais aller vite parce que vous la connaissez, mais notamment celle-ci de BCG et du MIT sur l'utilisation de l'IA par des consultants. Alors je précise quand même que c'est sur des tâches réalistes, pas sur des tâches réelles. Des tâches réalistes. Les enseignements, ce qu'ils ont appelé une frontière technologique irrégulière. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 17 tâches réalistes, il s'avérait que parfois, ceux qui avaient ChatGPT, ChatGPT se comportait très mal. Et dans d'autres, c'était fantastique. Donc c'est irrégulier, c'est imprévisible. Quand on est dans la frontière, on a des super gains, performance, productivité, qualité. Quand on est en dehors de la frontière, c'est la cata. Donc ceux qui n'ont rien, ils sont meilleurs que ceux qui ont ChatGPT. Après, il y a ces fameuses images qu'ils ont faites. Les cyborgs sont ceux qui utilisent en permanence l'IA, qui ont un flux permanent d'usage. Et puis les centaures sont plutôt dans une division des tâches. Voilà, des tâches pour la machine, des tâches pour l'humain. Donc on voit que chacun s'est fait un petit peu son petit protocole. Mais ce qui est intéressant, c'est qui en tire le plus de bénéfices. Et qui en tire le plus de bénéfices, qu'ils ont appelé les consultants moyens. Alors, les consultants moyens, ils explosent leur performance, alors que les super-performeurs, ils ont une performance beaucoup plus faible. Et ça a été vu aussi dans l'enquête qui a été faite par Stanford sur les téléopérateurs. On retrouve cet effet d'écrasement de l'expertise. Les nouveaux sont pas meilleurs que les experts, mais ils s'en rapprochent plus vite. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a David Autor qui a sorti récemment un article sur qu'est-ce qu'on va faire des experts. Parce que les experts sont toujours meilleurs, mais comme ils sont beaucoup plus chers, il faut savoir si ce qu'ils amènent justifie le prix qu'ils coûtent. Mais ce qui est intéressant, ce que ça révèle, c'est que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup lié aux pratiques. Voilà, c'est pas quelque chose qui se livre. La performance, ça se livre pas avec le mode d'emploi de la technologie. Elle se découvre à l'usage. On découvre à l'usage, c'est ce qu'on appelle le principe des compétences émergentes. Les compétences émergentes, c'est ce qu'on retrouve régulièrement dans les articles. Il est meilleur quand on lui demande de prendre une respiration. Il est meilleur quand on est poli. Il est meilleur quand on exprime une émotion dans le prompt. Il est meilleur quand on lui demande de raisonner étape par étape. Il est meilleur quand on lui propose une chaîne de pensée. Et en fait, tout ça se découvre à l'usage. Et ça, c'est super intéressant parce que ça montre à quel point cette technologie, elle s'écarte du projet initial de l'IA. Le projet initial de l'IA, et c'était au programme Confiance IA que quelqu'un me l'a révélé, ça m'a vraiment été une révélation, quelqu'un qui était dans l'IA depuis 20 ans, il m'a dit, mais si l'IA c'est ça, si l'IA c'est des gens qui interagissent, qui promptent, qui cherchent la meilleure manière de le faire agir, etc., finalement, ça devient de la coopération humain-machine. Et tu en as parlé. Mais notre projet, nous, c'est faire une machine qui pense toute seule. C'est une machine qui raisonne. C'est une machine éventuellement intelligente. Ça, on peut en discuter. Mais c'est l'automatisation de la pensée. Et là, la personne me le décrivait comme un renoncement, une reculade de l'IA. Une reculade, on renonce à vouloir faire une machine pensante et on fait une machine qui aide un humain à penser. Et ça, c'était pas le projet initial. Et donc lui, il le vivait mal. Il dit, mais est-ce que nous, qui sommes encore dans cette idée, on va continuer à recevoir de l'argent ou est-ce que maintenant on va faire que de l'IA, de coopération humain-machine? Alors, ça c'est l'enseignement que moi je tire, et après j'ai une slide pour conclure, l'enseignement que je tire de cette trajectoire. Avant, sur le cas d'usage, on partait souvent des usages, des méthodes de travail un peu prescrites, le travail tel qu'il faisait. Alors on intégrait dans les équipes quelqu'un du métier, mais souvent il y avait un effet de prescription qui était contenu dans la technologie. Avec ChatGPT, on est plutôt parti de ce qu'on appelle du travail réel. C'est-à-dire c'est les travailleurs qui ont positionné l'IA dans leurs activités sans qu'il y ait personne qui leur dise comment ils travaillaient. Derrière l'introduction de l'IA, il y avait l'idée de standardiser des pratiques. Comme dans l'industrie traditionnelle. Alors qu'avec ChatGPT, il y a une forme de créativité et de libération des pratiques.
La posture qui était visée, c'était l'organisation augmentée, alors que là, on est plutôt allé vers le travailleur augmenté. Et donc, en 2024, évidemment, les organisations vont reprendre la main, parce que ça va être la fin de la récré. On peut pas laisser les pratiques partir dans tous les sens. Mais voilà, les recommandations que j'ai tendance à faire quand j'interviens, c'est de dire, gardez en tête ce qui a marché en 2022 et en 2023. Bien sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que les 7 exigences de l'IA de confiance et bientôt les AX, c'est fondamental. Mais d'un point de vue du travail, partir du travail réel pour libérer les pratiques et potentialiser le collaborateur, bah, ça peut continuer à être inspirant pour essayer de faire des IA qui sont adoptées. Donc je terminerai sur quelques enseignements qui sont pour moi très forts et notamment que je vais regarder sur 2024. On dit que l'IA change le travail, mais c'est beaucoup le travail qui change l'IA aussi. C'est-à-dire que quand on met un projet, quand on a une techno, quand on a une performance, qu'on veut la mettre au monde du travail, bah souvent on découvre ce que les gens font vraiment. Et là, on est obligé de redesigner la solution pour qu'elle fit avec les pratiques, avec le réel. Et donc pour moi, ce que je constate le plus, c'est comment le travail change l'IA davantage que comment l'IA change le travail. Deuxième enseignement, depuis 10 ans que je suis sur le sujet, on parle de moins en moins d'automatisation et de plus en plus d'assistants. Ça, c'est quelque chose que je remarque et c'est d'autant plus vrai avec l'IA générative. Je viens de passer 15 jours, je suis allé, lundi encore dernier, j'étais chez Vinci, le lendemain, j'étais chez Total, là, ce lundi, j'étais à la SNCF et mardi, j'étais chez EDF. Et toutes mes interventions étaient pour des CODIR. Et qu'est-ce qu'on leur annonçait à la fin de mon intervention? Bonne nouvelle, tout ce que je viens de vous raconter, Yann, là, on vient de vous faire un écosystème d'IA générative pour vous. C'est-à-dire que 2024, j'ai l'impression qu'on va être sur le step managérial de l'IA. On va mettre des IA pour les managers. Bien plus que... enfin, j'entends beaucoup moins d'IA pour les opérateurs et beaucoup plus pour les managers. En tout cas, il y a un effet d'accélération sur cette population qui avant était plutôt concernée sur de l'accompagnement des autres et maintenant ils sont sur la transformation de leur propre métier. Donc avant, les managers me disaient « aidez-nous à savoir comment on peut accompagner nos collaborateurs ». Et maintenant, ils me disent juste « aidez-nous ». Voilà, parce qu'ils sont dans le nous, ils sont plus à côté. J'entends moins parler de productivité et de plus en plus de création de valeur. Ça, c'est quelque chose que j'ai identifié. Avant, c'était beaucoup IA et productivité. Et maintenant, il y a un rééquilibrage. La productivité est là. Notamment, on dit ouais, « ChatGPT va nous faire gagner en productivité ». Mais en fait, c'est presque une incidence collatérale. Mais ce qu'on cherche, c'est comment on peut augmenter la valeur de ce que l'on produit et la valeur pour nos clients. L'IA générative est pour moi une IA simonienne, au sein d'Herbert Simon, puisqu'on va sur ces sujets qui n'ont pas de réponse optimale, qui n'ont pas de solution optimale. J'évoquais ça à midi, quand on fait un SWOT, le truc de dirigeant, de manager, un SWOT, il y en a des beaux, il y en a des moins beaux, mais lequel est vrai? Vous prenez 2 consultants de très haut niveau, est-ce qu'ils font le même? Est-ce qu'ils font le même? Voilà. Et je vais même dire, je vais provoquer, il y a beaucoup de chercheurs ici, quand vous envoyez une publication et qu'il y a un reviewer qui vous dit c'est l'article de l'année et qu'il y a l'autre qui vous dit c'est du bullshit, est-ce que nous on est dans un travail à qualité, à réponse optimale? Voilà. Alors surtout dans les sciences humaines et sociales peut-être, mais je pense que dans les sciences dures il y a aussi ce même type d'impact. Et donc ça va être un vrai sujet parce que comme je vous l'ai dit, l'IA va aller beaucoup vers les managers. Et les managers n'ont pas de métrique de la qualité, mais aussi les managers ont, c'est le fond, les cadres, ont une autonomie de moyens. Et donc, quelque part, via l'IA générative, ils sont supposés être autonomes dans les usages. Donc, on va voir des nouvelles pratiques émerger. Voilà. Et la question que je pose, c'est si 2024, c'est effectivement le retour à l'IA corporate, fin de la récré, fin de la récréation, c'est quelle va être la trajectoire d'adoption? Est-ce qu'on va être sur la courbe du haut que j'ai évoquée tout à l'heure, ou est-ce qu'on va mixer un peu les deux courbes, ou est-ce qu'on va tirer parti de la courbe du bas, partir du travail réel pour libérer les pratiques et potentialiser les collaborateurs? Ça va être l'année 2024 qui va être fascinante de mon point de vue de ce côté-là. Merci beaucoup. La dernière table ronde, et tu as parfaitement fait la transition avec la dernière table ronde organisée par une belle équipe de TVS Éducation avec les APEM et les
Emmanuel Charrière, donc, que je suis ravi de rencontrer. Bonjour. Donc voilà, vous avez la scène, c'est à vous. Et merci encore. Ça va ? 1, 2, 1, 2. C'est parfait, elles sont belles, hein. Allô, bonsoir tout le monde et nous sommes très heureux que vous soyez encore aussi nombreuses et nombreux. Donc notre dernière table ronde a pour titre les applications de business de l'IA et ça fait une bonne transition avec ce que Yann a présenté. Donc pour cette table ronde, nous avons la participation du professeur Stéphanie Lavigne, notre directrice générale de TBS Éducation. Moi, je suis Samuel Fossowamba, je suis le directeur de la recherche. Nous avons aussi Emmanuel qui nous vient de APEM. Il est data manager là-bas et celui qui gère la collaboration avec notre responsable du centre d'excellence en business analytics à l'école et aussi le nouveau titulaire de la chaire APEM. Donc, nous allons. L'idée, en fait, ici, c'était depuis le matin, on a parlé beaucoup de la capacité de l'IA à venir transformer nos usages, à venir transformer nos compétences. Mais aussi, on a identifié le fait que beaucoup d'entreprises n'adoptaient pas parce qu'il y avait un problème de compétences. Comment former les gens pour pouvoir soit développer de nouvelles compétences ou soit améliorer les compétences existantes. Donc, nous, on a voulu, en fait, organiser cette table ronde sur comment une entreprise comme APEM est venue demander de l'aide à TBS Education pour l'accompagner dans sa transformation. Comment devenir une entreprise tirée par la donnée. Et l'idée, donc, c'est de partager cette expérience. Mais avant de partager cette expérience, je voulais quand même vous donner des éléments de contexte. Donc, je me rappelle, il y a quelques années déjà, on lisait des rapports qui disaient que l'IA va transformer nos vies. Et je suis tombé sur ce rapport du McKinsey qui disait effectivement, après une analyse de 160 cas d'usage, ils ont identifié qu'effectivement, l'IA a des capacités qui peuvent en fait résoudre un certain nombre de problèmes majeurs que l'on rencontre, y compris des problèmes reliés à tout ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Et ils se sont dit, nous, on est capable en fait de mapper tous ces cas d'usage en ce que nous, on appelle les 10 domaines d'impact de l'IA sociale. Et voilà ces 10 domaines. Donc, ça va de la gestion des crises, comme celle qu'on a connue, le Covid, l'éducation, la santé, la famine, la gestion des infrastructures. Et ils étaient donc capables de mapper ces différents 160 cas d'usage. Et vous pouvez voir que le domaine à impact social le plus important, c'était comment l'IA peut aider à résoudre des problèmes de santé, de famine. Et alors, lorsque nous étions en train de lire ce document, nos collaborateurs et moi nous sommes dit, mais s'ils sont capables d'identifier des cas d'usage, qu'en est-il en fait au niveau de la recherche académique? Au départ, Ron disait qu'il faut développer de la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des recherches sur la base de données Web of Science à l'époque. On a trouvé près de 70 000 documents qui traitaient de l'IA. Et lorsque nous avons soumis dans ce document, dans le processus de révision, ils nous ont dit, plutôt que de considérer tous les documents sur l'IA, pourquoi ne pas vous concentrer sur de 1975 à 2019? Et lorsque nous avons regardé dans les documents publiés sur l'IA, de 1975 à 2019, on s'est rendu compte qu'on avait 40 147 documents. Et sur ces 40 147 documents, il n'y avait que 1074 qui traitaient en fait des 10 domaines d'impact social de l'IA. Ce qui est surprenant. Or, nous, on était partis selon le principe que l'IA va venir résoudre ces problèmes, et on se rend compte qu'en fait, moins de 3% de toutes les contributions scientifiques générées
depuis 1975, concerne l'usage de l'IA pour régler les problèmes à impact social. C'était un véritable choc. Et on a fait une étude récemment publiée en décembre l'année dernière. Tout le monde était excité à partir de l'IA générative. Yann vient d'en parler. Alors nous nous sommes posé la question simple. Qui a adopté en termes d'entreprise? Nous avons collecté les données auprès des entreprises aux États-Unis et en Angleterre, 300 entreprises, donc 119 aux États-Unis et 181 entreprises en Angleterre. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il n'y a que 10% de ces entreprises qui, en fait, ont véritablement adopté l'IA générative. Quand je dis adopter, ça veut dire adopter au niveau de tous les processus organisationnels. Tout le reste, ils sont soit en train de faire des preuves de concept, ou sont des prototypes, des pilotes et des essais. Et la question qui se pose, c'est, mais quels sont les défis auxquels vous faites face? Lorsqu'on leur a posé cette question, qu'est-ce qui en sort? Donc le principal défi, au niveau global, ils disent, c'est la qualité des données. Comment on va avoir les données pour traiter, pour pouvoir entraîner nos algorithmes? Depuis le matin, on parle de ces problèmes de biais, etc. Et la complexité des modèles. Et lorsqu'on regarde plutôt au niveau par pays, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ron, tout à l'heure, a parlé de contexte. Mais on se rend compte qu'effectivement, le contexte a une influence. Si je suis en Angleterre, ma priorité, mon défi numéro 1, ce n'est pas la qualité des données. C'est tout ce qui touche à data privacy. Tandis qu'aux États-Unis, c'est la qualité des données. Donc, ceci vient en fait confirmer l'importance de contextualiser nos recherches. En Angleterre, quand on leur demande le défi numéro 2, ils nous disent on ne sait pas qui va nous former sur ces outils. On a des compétences et des connaissances limitées sur ces outils. Et même question au niveau des États-Unis, eux, ils parlent plutôt des considérations éthiques. Donc, l'article est publié. Donc, vous voyez donc la notion de formation, la notion de compétence devient critique pour pouvoir aider les organisations à capitaliser sur les capacités réelles de l'IA. Ce qui nous amène donc à la première question que je veux demander à la directrice générale, c'est comment on réussit donc à créer ces compétences? Donc, quelle est la position de TBS Education vis-à-vis de l'intelligence artificielle en tant qu'institution de formation? Alors bonjour à toutes et tous. Moi je suis là un petit peu pour faire le porte-parole de ce qu'un directeur d'école, alors ça pourrait être d'université, comment on s'empare de cette question. Alors d'abord il y a un point qui est intéressant que Yann a mentionné, c'est nos étudiants. C'est un gros driver dans l'école, ils sont 6000. Et c'est un corps social très important qui nous a interrogés dès le départ sur allez-vous faire comme à Sciences Po, interdire ces outils, mais il n'y a pas que Sciences Po, il y avait d'autres institutions qui avaient pris des positions fermes. Nous, on a la chance d'avoir des chercheurs. Samuel et Kevin sont sans doute les deux grands pionniers à l'école sur cette question-là, mais il n'y a pas que. Il y a 128 profs. On s'est dit, on ne va pas interdire. Mais si on n'interdit pas, il faut réguler. Alors notamment, on a changé les modalités d'évaluation et de sélection. Je ne vous parlerai pas d'un truc qui s'appelle Parcoursup, mais on peut en parler un petit peu parce que nous, on avait l'habitude de sélectionner d'une certaine façon. Aujourd'hui, le travail qu'on demandait aux étudiants sur Parcoursup peut être fait par une machine. Alors, qui c'est qu'on évalue? La machine. On évalue aussi de temps en temps les parents qui faisaient les dossiers à la place des enfants. Mais il y avait quand même encore de l'humain. Donc on a changé les modalités d'évaluation et ça nous oblige à remettre parfois de l'humain dans la façon dont on sélectionne. Ça, c'est plutôt pas mal. Les profs chez nous, ils ont été... il y avait deux groupes. Il y avait toujours ceux qui sont tournés vers l'innovation pédagogique ou qui aiment bien un peu la techno et qui ont dit je ne sais pas trop ce que c'est, est-ce qu'on pourrait nous former? Donc on s'est mis à développer des programmes de formation pour les profs sur ces sujets, pour ceux qui voulaient. Et l'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas former tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas très intéressés, on a dit eux, ils ne vont pas se former. Et ça, c'est pas possible. Il faut former tout le monde. Il faut former tout le monde parce qu'il y a une espèce de crainte qui existe dans les métiers du prof. D'abord, il y a sa première composante, c'est je fais des cours, je produis pas de la connaissance. Non, je fais juste que la transmettre. Je forme les gens. Et finalement, il y a des outils qui peuvent former, qui peuvent donner de l'information. Alors, est-ce que donner de l'information, c'est former ? Donc, on s'est mis à travailler sur ces questions qui sont des questions de pédagogie. C'est quoi la différence entre avoir accès à l'information et c'est quoi la formation ? Et c'est pas si simple que ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, c'était est-ce que ça va pas changer mon métier et tuer mon métier de chercheur ?
notamment avec cette capacité qu'a la machine à faire un des points que certains d'entre nous adorent quand on fait de la recherche, c'est le fameux survey. Montrer qu'on a compris, qu'on s'est accaparé la littérature et qu'on peut avoir une position critique par rapport à elle. Est-ce qu'une machine peut le faire à notre place? Parce que c'est quand même une partie du job qu'on affectionne, enfin qui nous embête parfois, mais qu'on affectionne quand même pour progresser. Donc on s'est dit, il faut aussi faire des formations pour les profs. Et puis on a fait de la formation pour des gens qui accompagnent les profs, les ingénieurs pédagogiques. Alors au début, on avait un ingénieur pédagogique. En 4 ans, on est passé de 1 à 7. Et ces ingénieurs pédagogiques, ils sont formés à ces techniques parce qu'ils accompagnent non seulement nos profs, mais ils accompagnent aussi toute la structure. Et enfin, il y a une partie prenante qui est très forte dans le modèle de l'école, c'est l'entreprise. Donc on est censé former des gens qui vont aller trouver un job sur le marché du travail. Pour ça, ce serait bien qu'on sache ce qu'ont besoin les entreprises pour qu'on forme le mieux possible. C'est la promesse que doit faire l'école. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 types d'entreprises. Il y avait les entreprises qui étaient complètement flippées par l'arrivée de l'intelligence artificielle, en mode l'intelligence artificielle va détruire des jobs. On ne sait pas trop lesquels, mais on espère que ça ne va pas nous foutre trop la merde dans nos entreprises. Et puis il y avait les entreprises qui étaient fascinées par ça, c'est-à-dire que ça va faire émerger des nouveaux métiers, des nouvelles façons de travailler, mais en même temps le point commun à beaucoup d'entreprises, c'était que, un peu comme quand on parlait de l'impact, tout ce mot est devenu un petit peu galvaudé, c'est-à-dire que tout le monde disait il faut que ça ait un impact. Et puis quand on définissait vraiment l'impact, c'est plus compliqué. Bon, mais là, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais avec une réalité qui n'est pas forcément très, très simple à définir et à implémenter. Donc on s'est mis à se dire que ce serait bien qu'on travaille en proximité avec les entreprises pour savoir comment elles s'accaparent ce sujet, ce que ça signifie pour elles. Alors, si possible, avec des entreprises qui soient pionnières sur cette question de la data, de la qualité de la data. Et on s'est dit, on va faire une liste de courses, une liste de sujets qu'il faudra qu'on traite. Parmi ces sujets, il y a l'éthique, ça c'est évident. Mais il y a aussi comment on embarque une entreprise dans ce mouvement de l'intelligence artificielle. Et donc, on a créé un centre d'excellence. Un centre d'excellence, c'est quoi? Ce sont tous les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, qui produisent de la connaissance sur ces sujets, mais qui travaillent avec une partie qui est l'entreprise. Et donc, on essaye le plus possible de travailler main dans la main avec des entreprises qui sont en avance sur ces sujets pour arriver à faire quoi? Pour arriver à avancer. Et ensuite, la promesse qu'on fait, c'est que les profs qui font cette recherche-là vont intégrer dans la salle de cours le résultat de leur recherche. Donc, on forme à la recherche par la recherche et on forme par la data tous nos étudiants. Donc, je vais peut-être passer la parole à... Et effectivement, notre directrice a bien introduit la composante essentielle de l'école qui est au centre de nos initiatives de l'IA et de la donnée. Et cette initiative est portée par mon collègue Kevin Carrillo. C'est le centre d'excellence en IA et Business Analytics. Peux-tu nous en parler un peu, Kevin? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, le centre d'excellence est un peu la vitrine de notre institution qui vient un petit peu à encapsuler toutes les activités qu'il y a autour de la data, autour de l'IA. Il faut voir qu'il a aussi émergé parce que nous, c'est un peu Obélix, on est un peu tombé dedans quand on était petit. Il y a 12 ans, on est déjà tombé dans la data. On a bougé assez vite, en fait. Et il y avait un buzz peut-être un peu équivalent à ce qui se fait avec les IA génératives. C'était le big data. Donc pareil, un rapport de McKinsey. Samuel, tu parlais de McKinsey tout à l'heure. Le big data, the next frontier to innovation and competition. Donc je pense que c'est un petit peu le même discours que l'on a sur l'IA. Et on avait des profils, un peu Samuel et moi, on est un peu pareil, on est un peu hybride, on est un peu technique. Donc quand on nous a parlé d'IA, on a vite compris qu'il se passait quelque chose. Et en fait, c'était le début de l'IA, en fait, parce que la data, c'est le sang qui coule dans les veines de l'IA. Donc quand on parlait de big data, en fait, c'était les fondations qui étaient en train d'être posées pour vivre ce qu'on est en train de vivre. Et donc on démarre il y a 12 ans. Il y a eu tout un effet de boule de neige très vertueux, de collaborateurs qui nous ont rejoints avec des compétences très fortes dans la data et dans l'IA. On a créé des programmes. Et à ce moment a émergé le centre d'excellence qui est là. Donc c'est une vitrine. Et il est aussi là pour orchestrer en fait toutes ces activités qu'il y a dans l'école, dans le domaine de la pédagogie, donc auprès de nos étudiants. Dans ce cas-là, il y a tout ce qui est au niveau des projets, il y a tout un tas de choses qui sont faites. Par exemple, il n'y a pas longtemps, le centre a sponsorisé un datathon, donc c'est un concours international. On a des universités qui viennent de l'Europe pour faire
mode compète, geek, meilleur modèle d'IA, et j'en parlais un petit peu avec APEM, parce qu'il y a une anecdote sur cet événement-là. Donc on a fait ça, on organise des séminaires régulièrement pour amener les entreprises de la data et de l'IA au contact des étudiants. Donc ça, c'est tout ce que l'on fait autour de la pédagogie, les programmes de l'institution. Ensuite, dans le volet de la recherche, donc entre les professeurs de TBS Éducation, on essaie de faire monter nos professeurs en compétences dans ces outils, notamment dans tout ce qui est autour de la méthodologie, de l'analyse. Par exemple, utiliser le machine learning, utiliser le deep learning pour s'attaquer sur des problématiques de recherche dans les sciences sociales. Aussi avec des universités partenaires, donc il y en a un petit peu partout dans le monde. Ensuite, les entreprises. Donc, les entreprises prennent un contact avec nous pour impliquer soit des chercheurs, pour impliquer des étudiants, pour travailler sur des projets, et qui peut amener finalement à des collaborations un petit peu plus musclées. Et c'est l'exemple que l'on va aborder aujourd'hui avec la chaire APEM. Et finalement, au niveau des activités du centre d'excellence, il y a aussi un rôle important vis-à-vis de l'institution. Et donc sur l'IA, par exemple, on a eu 2 initiatives majeures. L'année dernière, quand ChatGPT sort là, en novembre, très rapidement, le corps professoral s'est mobilisé. On a monté un groupe de travail d'une 20aine de collaborateurs. D'ailleurs, pas que des professeurs, il y avait beaucoup aussi de collaborateurs qui étaient des administratifs de l'école. Et on a un petit peu mis tout ça à plat. On avait différentes missions. Déjà, il fallait comprendre un petit peu la transformation des métiers et des compétences, parce que c'est un petit peu le but de l'école, de former des futurs professionnels. Donc, on a déconstruit un petit peu tout ça, et le groupe a travaillé sur des recommandations au niveau des pratiques pédagogiques, au niveau du contenu. Et donc, on a mis en place des formations, des actions, formation des professeurs. Stéphanie, tu en as parlé. Et c'est quelque chose qui continue. Et dans un deuxième temps, on a lancé au début de l'année académique un deuxième groupe de recherche plutôt sur la notion d'IA générative dans la recherche. Parce que là, il y a un vrai sujet, et le chercheur est un peu... le rôle et la posture du chercheur est un peu challengée avec ces IA génératives qui peuvent nous aider pour faire des revues de littérature, identifier des questions de recherche, nettoyer nos données, analyser nos données, etc. etc. Donc tout ça va donner lieu aussi à des recommandations pour l'école, pour embarquer un peu dans ce voyage. Et on est quand même dans une phase, je rejoins Yann, où 2024, je pense que 2023 c'était un petit peu le chaos, c'était un peu tout mélangé, et 2024 je pense c'est plutôt l'histoire de formaliser un petit peu tout ça, et c'est ce qui est en train de se faire à TBS Éducation. Merci beaucoup, Kevin. Donc c'est dans cette perspective en fait qu'il y a 4 ans, l'entreprise APEM, à travers son directeur marketing, nous a contactés et il nous a dit on a besoin de TBS Education pour nous accompagner dans notre transformation. Donc on a travaillé avec cette entreprise depuis 4 ans, et je pense que il est très bien passé. Notre responsable Emmanuel est très bien passé pour parler de APEM et de cette collaboration, et surtout la démarche en transformation vers la donnée et l'intelligence artificielle. Oui. Bonjour à tous. Merci Samuel pour l'introduction. Alors juste un petit mot avant, on a eu des discussions passionnantes et très high level sur l'IA, les enjeux, l'éthique, etc. Et c'est passionnant parce que nous, évidemment, côté entreprise, on est beaucoup plus terre à terre, on est dans l'opérationnel, et on manque de cette vision un petit peu high level qui a été très bien décrite avant. Donc déjà, pour moi, je suis ravi d'être là. Alors, le cas d'APEM, c'est assez intéressant. APEM, on est une PME de 1400 employés, dont le siège est dans le Tarn-et-Garonne. Donc, a priori, rien de très techno, rien de très avancé en termes de technologie. Ouais, je rapproche un peu le micro, effectivement. On fait un turnover de 145 millions d'euros. On a une boîte qui existe depuis 70 ans. Voilà. Donc, moi, je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et quand je suis arrivé, il n'y avait absolument rien sur la donnée. Mais vraiment, le service marketing, c'était 3 personnes, dont une personne en pré-retraite. Et voilà, moi, j'ai été embauché pour m'occuper du site web. Mais petit à petit, l'entreprise est devenue très curieuse envers la data en premier lieu, puis avec l'IA, notamment sous l'impulsion de notre directeur marketing.
Et aujourd'hui, donc en 2024, on a quand même un certain nombre de sujets qui sont, lorsque je discute avec d'autres entreprises, plutôt en avance, grâce à la coopération aussi avec TBS évidemment, et aussi grâce au fait qu'on a pu commencer à construire une équipe assez solide en termes d'IA et de data au sein de l'entreprise. Donc, un des points qui me semble vraiment intéressant, c'est comment on a pu avancer sur ces sujets-là en étant, encore une fois, une PME industrielle qui fabrique des joysticks, qui fabrique des voyants, qui fabrique des interrupteurs, qui est en Tarn-et-Garonne. Comment on a pu lancer un peu tous ces sujets-là? Donc, pour moi, il y a 3 points importants. Le premier, c'est d'avoir déjà une idée qui fait tilt, qui plaît à tout le monde. Le deuxième point, c'est qu'il faut un support de la direction absolument fondamental, c'est un point indispensable. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si vous n'êtes pas appuyé par la direction, ça ne pourra pas marcher parce que l'IA, comme on l'a vu, ça peut entraîner des crispations. Ça nécessite une data de qualité parfaite, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas traité la data correctement pendant des années, pendant peut-être 20 ans, il va falloir les mettre au travail et faire un travail fastidieux de nettoyage des données. Donc ça va créer des crispations. Donc le support de la direction est absolument indispensable. Et enfin, il faut que le projet marche, il faut qu'il y ait un ROI absolument tout de suite, qu'on ait vraiment des résultats à montrer, qu'on ait de la qualité pour pouvoir convaincre et ensuite se donner les ressources pour bâtir quelque chose de plus puissant. Donc pour nous, c'était le sujet M&M's. Donc il ne faudra pas dire à Mars qu'on utilise leur mascotte. C'est un petit détournement, mais ça reste entre nous. Donc c'est le premier sujet qu'on a fait en 2020, donc avant ChatGPT, avant la vague de l'IA. Et c'est un outil qui va scraper une liste de 5000 comptes Twitter qui sont très importants pour nous, sur des technologies, sur des marchés, sur des concurrents, sur tout un tas de corpus qui nous sont essentiels. On va aussi scraper des Google News sur des keywords, à peu près 1000 keywords aussi essentiels. Et l'IA va travailler dessus et va nous générer une sélection des articles les plus pertinentes. Elle va les classifier par type d'actu, par marché et par intérêt, avec un score. Et toutes ces informations-là, on va les récupérer, on va se réunir en comité hebdomadaire et on va les publier. Et on a réussi à avoir une vingtaine d'actus toutes les semaines depuis maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, oui, 4 ans. Et on a réussi à remporter des marchés avec ça parce qu'on a détecté des clients qui avaient remporté un programme de défense, par exemple, avec le gouvernement américain. Et on a pu les contacter en amont avant tous les autres et donc remporter ces marchés-là. Donc c'est typiquement ce qui nous a permis ensuite d'avoir les ressources, de montrer que ça pouvait marcher, que l'IA était pertinente. Un autre petit exemple d'IA générative aussi qu'on est en train de créer, c'est un product manager virtuel. Donc les product managers chez nous sont sursollicités. Nos produits sont extrêmement compliqués, donc les commerciaux les sollicitent pour avoir des réponses précises sur des fonctionnalités, des technologies très très particulières. Et donc on a commencé à créer un RAG au départ avec ChatGPT. Là, on est en train de basculer un peu sur Mistral qui permet de tourner en local et d'être un peu plus transparent. La question de l'éthique encore et de la transparence est importante. Et donc on a commencé à développer ça et ça nous permet de moins solliciter donc les équipes techniques et de les prioriser sur des tâches plus importantes. Ensuite, donc effectivement les projets avec TBS, donc tout ça, tous ces succès nous ont permis de lancer donc cette collaboration avec TBS. On a eu différents niveaux de collaboration, hein, Kevin tu reviendras, mais on a eu des datatons, on a eu des projets faits par les étudiants, on a eu des stagiaires aussi, on a recruté des élèves de TBS, donc on a vraiment un scope très 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 large avec TBS. Un projet que j'adore, moi personnellement, donc c'est le live chat sentimental analysis, développé par les étudiants. Donc on a un live chat sur le site internet qui fait à peu près 700 live chats mensuels. Donc on a une équipe de 4 personnes qui vont être connectées quasiment 24 heures sur 24, puisqu'on a des agents aux États-Unis, en Asie et en France. Et reviewer tous ces live chats, c'est fastidieux, on ne peut pas lire les 700 chats tous les mois. Donc les étudiants ont bâti une IA qui est capable d'analyser le contenu des live chats, de les classifier par thème, sur quels produits des questions ont été posées, et aussi de faire du sentiment analysis, savoir si le chat s'est bien passé. On analyse les keywords dedans, si on voit qu'il y a des mots positifs, merci beaucoup, je vous recontacte, etc., etc. Le chat est classé très positif.
Et vice-versa, évidemment, ça arrive parfois d'avoir des chats plutôt négatifs, mais c'est vraiment la minorité. Donc ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Un autre sujet qui est un peu plus data, mais c'est celui qu'on a fait en dernier, c'est un part number configurator. Là aussi, ça nous permet de créer des combinaisons de produits existantes chez APEM. On a des millions de possibilités. Et l'étudiant TBS qui était dans l'équipe qui a créé ce projet-là à la base, il est venu chez nous en tant que stagiaire. Pardon. Et il a finalisé absolument tout le projet. Donc un très beau succès de collaboration aussi. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, effectivement, sur la base de ces succès, APEM a décidé donc de renouveler le Memorandum of Understanding qu'on avait avec l'entreprise. Et ils ont voulu aller plus loin. Plutôt que d'avoir un Memorandum of Understanding, ils ont décidé de travailler sur une chaire. Et c'est Kevin qui portait dans ce projet. Kevin, peux-tu nous dire comment est né ce projet de chaire? Alors, l'histoire entre APEM et TBS Éducation, c'est une histoire un peu romantique. Là, c'est une belle histoire, en fait. Et parce que ça démarre, en fait, il y a 4-5 ans. Et à l'école, chaque année, on organise à la rentrée une rencontre parents-école. Et donc, les parents, généralement, c'est les plus stressés qui viennent à l'école, regarder un petit peu les salles de cours, etc., etc. Et on organise des mini-cours pour que les parents viennent assister à des cours, pour qu'ils se rendent compte un petit peu de comment ça se passe, un cours chez nous. Et donc, on avait un cours déjà sur l'IA, un mini-cours sur l'IA. Et d'ailleurs, le directeur marketing, Thomas Henin, dont tu parlais tout à l'heure, était là parce qu'un de ses enfants, justement, rejoignait l'institution et s'est rendu compte qu'en fait, dans le discours, on était assez mature. Hein, ça fait déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà 6-7 ans qu'on était dans la data, on était dans l'IA. Et donc, on commence à discuter. Il dit voilà, mais moi, j'ai pris des nouvelles fonctions chez APEM. Je suis en train d'amorcer la transformation data IA. On devrait faire des choses ensemble. Et ça démarre par un datathon. Donc, ça démarre par un concours de machine learning, là, donc, où les étudiants, on leur donne 48 heures non-stop, on ne dort pas, et il faut travailler à fond pour produire le meilleur modèle. Alors, c'est très, très geek, mais c'est assez intense. Et l'idée à ce moment-là, c'était qu'une entreprise comme APEM reçoit des centaines et des centaines d'appels d'offres, en fait. Et donc, c'est un processus assez lourd. Déjà, il y a un processus un petit peu business, marketing. Et après, il y a vraiment un processus plutôt technique, avec un bureau d'études de faisabilité. Après, je suis pas expert, mais au niveau de l'électronique, il y a tous les composants électroniques. Donc, il y a des choses à faire. C'est très lourd en ressources, en temps. Et donc, le challenge aux étudiants, c'est voilà, on vous donne des milliers d'appels d'offres. Et par contre, vous savez si à la fin cet appel d'offres a été gagné ou perdu. Et à vous de prédire si un appel d'offres va être gagné ou perdu. Et donc, les étudiants partent à fond sur le challenge. Et je me rappelle quand les étudiants sont en train de restituer devant le directeur marketing, où ils annonçaient quand même des taux de précision assez intéressants, de 80-85%, des choses comme ça. Et je vois dans la lumière dans les yeux de Monsieur Henin la petite ampoule qui s'allume, qui prend conscience en fait que quand on embarque de l'IA en fait dans un processus de décision, mais c'est complètement transformant parce qu'on peut complètement gérer différemment ces appels d'offres, les prioriser, etc., etc. C'est comme ça que ça commence. Et après, Samuel, tu en parlais. Ça a été une première collaboration de 3 ans, Memorandum of Understanding, où il y a eu déjà des projets qui ont été mis en place. Et je crois que, Emmanuel, c'est les 2 projets dont tu as parlé juste avant, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je reviens sur le taux de prédiction sur les opportunités. Nous, on demande toujours aux commerciaux d'estimer le succès ou non, et on a 76% de bons résultats quand on interroge les commerciaux, et 81% quand c'est l'IA qui décide. Donc on est meilleur que sur les estimations des commerciaux. Ils sont toujours un petit peu trop optimistes, mais l'IA, elle est parfaite. Effectivement. Et donc, je pense que au-delà de ce que Kevin vient de décrire, en fait, pendant ces 3 années, l'entreprise APEM a travaillé en collaboration étroite avec un de notre masters et le deuxième master après, où chaque année, l'entreprise venait présenter 2 sujets au début de la rentrée et travailler avec les étudiants pendant 6 mois pour pouvoir arriver à des solutions ce sont des solutions que Emmanuel a présentées. Et justement, certaines de ces solutions ont été industrialisées. Donc ça montre vraiment comment une entreprise peut collaborer avec une institution comme la nôtre pour avoir un cadre de win-win où nos étudiants
bénéficie des projets réels dans un contexte réel et l'entreprise est capable d'avoir accès à des compétences de pointe pour avancer dans la compréhension des capacités de l'IA pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de leur entreprise. Emmanuel, est-ce que tu peux revenir un peu sur certains des projets les plus impactants que vous avez eu à développer avec TBS Education? Alors, j'en ai présenté 2, mais je peux parler d'autres sujets. On vient de lancer en 2024 un sujet passionnant qui concerne la data au niveau du manufacturing. Donc, on a des usines, évidemment, 3 sites en Tarn-et-Garonne, où on va construire avec des machines, du moulage, du sertissage, des choses très très compliquées. Et avec l'équipe de Serge et les étudiants, on est en train de faire cette enquête, comment récupérer toute cette donnée, parce que certaines machines crachent de la donnée, d'autres sont incapables de cracher parce qu'elles sont trop anciennes, par exemple, et comment insérer des capteurs, des caméras, des choses comme ça, pour récupérer de la donnée, faire du contrôle qualité, faire de la mesure des machines, parce qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable de savoir précisément quelle quantité de produits on peut fabriquer en une journée sur telle machine ou telle machine. Donc c'est un sujet passionnant. Donc on a juste lancé ça début 2024. On a eu des visites des étudiants dans nos usines qui ont pris des notes, qui ont posé des questions au directeur. Et c'est un sujet passionnant, c'est un sujet transformant pour l'entreprise. Le manufacturing, c'est une question essentielle chez nous. Et je suis très très impatient de pouvoir continuer à travailler avec les étudiants là-dessus. Et là, cette fois-ci, on n'est plus vraiment sur des petits projets, on est vraiment sur quelque chose de transformant. Donc ça va durer plusieurs années, ça va se faire avec différentes équipes, puisqu'il y a un roulement des étudiants. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel, moi en tout cas, je crois énormément, quoi. Et ça nous ramène donc aux activités au cœur de la chaire, parce que toutes ces activités doivent être coordonnées par notre prof Kevin Carillo. Donc, quelles sont dans ces activités? Est-ce que tu peux revenir sur ce que la chaire va faire pour accompagner justement APEM dans cette transformation? Donc oui, dans l'organisation et dans la structuration du centre d'excellence, là, donc ça a monté un peu en charge, on a mis en place des dispositifs pour accompagner les entreprises dans leur transformation autour de la data et de l'IA. Et c'est ce qu'on a mis en place avec APEM. Donc ces mécanismes ces dispositifs de chaire, ils ont plusieurs volets. Premier volet, c'est impliquer déjà les étudiants sur les projets. Donc Emmanuel a parlé de plusieurs projets. Donc c'est de coordonner un petit peu tout ça. Il y a différentes formalités dans les projets en termes de durée, de complexité, de typologie d'étudiants. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Par exemple aussi, dans la chaire que l'on a mis en place, on a créé le meilleur prix de la thèse IA, parce que les étudiants doivent écrire des thèses de mémoire, là, donc ça permet de faire de la veille en fait. Donc un premier volet pour impliquer les étudiants, un deuxième volet pour impliquer les professeurs quand les sujets sont un petit peu plus costauds. Donc là on mobilise des équipes de chercheurs, toujours avec beaucoup de transdisciplinarité. Ensuite, chose que j'ai oublié un petit peu de mentionner tout à l'heure sur le centre d'excellence, c'est ce qu'on appelle notre Living Lab. C'est un petit peu le cœur. C'est que souvent sur ces sujets data, IA, il y a de la techno, il y a du geek, il y a de la tech. Et donc, on a monté une structure où on peut aller manipuler, expérimenter ces différentes technologies. On a d'ailleurs monté en compétence sur tout ce qui est autour des technologies de réalité virtuelle, réalité mixte. Donc, solliciter le Living Lab. Aussi, la data et l'IA, ça transforme l'entreprise. Donc, il y a vraiment un volet important dans tout ce qui est formation auprès des professionnels de l'entreprise, donc de APEM. Parce que la data et l'IA, c'est aussi une manière de penser différente, c'est des compétences différentes, c'est une culture d'entreprise différente. Donc, il y a besoin aussi d'accompagner les collaborateurs dans cette transformation-là. Ce qui amène finalement au dernier volet, c'est plutôt tout ce qui est marque employeur, le recrutement, parce que c'est aussi tout ce qui est un peu staffing, les profils alternants, les stagiaires et éventuellement les recrutements. Effectivement, en fait, c'est un cercle vertueux où on va faire interagir toutes les parties prenantes, mais aussi être capable donc, de tirer des enseignements qui vont servir de publication dans des revues, mais aussi des cas qu'on va déposer. Donc, merci beaucoup, Kevin. Bon, on va repartir chez Emmanuel. Mais Emmanuel, comment est-ce que vous voyez l'IA dans le manufacturing, qui est votre cœur de métier, dans les 3 prochaines années? 3 ans, c'est loin, parce que, encore une fois, ChatGPT, c'est novembre 2022. En tout cas,
Au niveau de l'industrie, les use cases sont juste immenses. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans la finance auparavant. En finance, on fait du forecast, on fait du sentiment analysis pour essayer de prédire un peu les cours et savoir quoi acheter. Dans l'industrie, les use cases, c'est 100 fois plus. Hein. On a vu, il y a le manufacturing. On essaye aussi de travailler sur la gestion des stocks chez nous, parce qu'un stock, comme vous le savez, ça coûte cher chaque mois. Les pièces qui ne sont pas sorties du stock, c'est un coût fixe. Et savoir quels bons produits mettre en stock, ceux qui vont être demandés régulièrement, contrairement à ceux qui sont invendus, ben c'est un enjeu critique aussi pour l'entreprise. On a cet aspect-là. On a l'aspect aussi sur les ventes, sur les commerciaux, savoir quelle entreprise démarcher. On a un autre exemple que je peux vous donner. Aujourd'hui, sur notre site internet, on a à peu près 50 000 produits, 50 000 références qui sont uniques, qui sont des configurations uniques. Si je vais demain consulter le service communication où ils sont 5 et je vais leur demander d'écrire une description unique pour chaque produit, pour les 50 000, et la traduire en 4 langues, ils vont pas le prendre très 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 bien. Donc là aussi, on a utilisé l'IA, on a fait des programmes qui vont rechercher les données par API de notre PIM et qui vont les transmettre à ChatGPT, qui va créer ces descriptions et on va les recharger dans notre base produit. Donc tout ça, c'est des choses qui étaient matériellement impossibles à faire et qui sont devenues possibles grâce à l'IA. Alors dans 3 ans, je pense qu'on va atteindre des choses qui sont difficilement prévisibles et je n'ai pas la vision high level justement comme Yann ou d'autres pour dire qu'est-ce que ce sera dans 3 ans. Ce que je sais, c'est que ça va nous permettre de faire des choses qu'on n'est même pas capable forcément d'imaginer aujourd'hui. Donc moi je suis extrêmement optimiste. Je pense que le web a révolutionné le travail en entreprise. C'était dans le début fin des années 90. Je pense que voilà, 2024, 2025, 2026, l'IA, ça va être la même chose. Ça va être le même niveau de révolution. Et moi, je suis très impatient, en tout cas. Merci beaucoup, Emmanuel. Et en tout cas, le Centre d'Excellence est là avec Even pour continuer à t'accompagner, ainsi que APEM là-dessus. Donc, je reviens à notre directrice générale, Stéphanie. Comment voyez-vous aussi, dans les prochaines années, l'importance de l'IA à TBS en tant qu'institution d'éducation, mais aussi dans l'enseignement et l'éducation en général? Alors, moi je dirais comme Emmanuel que 3 ans ça va être loin, donc l'avenir, je ne sais pas à quel niveau on le fige. Même si c'est difficile de le prévoir, il faut permettre les mutations. Donc moi je dirais que ce qu'il faut qu'on fasse au niveau de l'enseignement supérieur en France, c'est de ne pas repousser l'intégration de ce sujet. De ne pas se dire je vais attendre de voir un peu ce que font les autres, tiens, il y a cette école qui est en avance, ou telle université, ou tel institut, je vais voir et puis j'adopterai après, parce que là ce sera trop tard. Donc pour moi il faut créer un véritable écosystème positif d'innovation tourné autour de l'IA. Donc il faut bien sûr se fixer des règles. Comment je l'intègre, comment je forme. Donc moi je suis une partisane de former tout au long de la vie et d'embarquer tout le monde, c'est-à-dire les étudiants, les profs, les administratifs et les entreprises. C'est-à-dire qu'on y arrivera si tout le monde monte dans le bus en même temps et descend en même temps, quoi. Voilà. Et c'est la seule façon de bien l'intégrer. Nous, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on se fixerait comme règle aller dans l'IA à condition qu'elle ait un impact sociétal positif. Alors on essaye de le définir. Alors c'est un peu emmerdant. Par exemple, hier j'étais dans une réunion avec des directeurs d'école de management, puisqu'il ne faut plus dire business school, maintenant il faut dire école de management. Et ces directeurs d'école, ils disent il y a un métier qui disparaît. Et un métier qui disparaît, c'est le métier de traducteur dans les écoles. Alors pour les chercheurs, il y avait une fonction et certaines écoles s'étaient dotées de personnel qui traduisent. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir. Alors est-ce qu'on va les conserver? Est-ce qu'on va les virer? Comment on les accompagne? Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'avoir une proposition de valeur qui soit forte dans l'entreprise et qui revienne à dire peut-être que plus maintenant qu'avant, on va être amené à changer, non pas de métier, si, on va changer de métier et à l'intérieur d'une entreprise, et peut-être même qu'on va changer d'entreprise. Alors ça, c'est un fléau quand on dirige une entreprise aujourd'hui, le turnover, parce que c'est compliqué de conserver les gens, les talents, et puis le monde bouge. Donc nous, le pari qu'on fait à l'école, c'est de partir dans un plan de formation complet pour tout le monde et d'accepter qu'un collaborateur va peut-être être amené à changer de métier et le défi qu'on va se filer, c'est comment on arrive
à transformer cette évolution des métiers. Et ça va aussi avec nos entreprises qui viennent chercher des compétences. Il faut qu'on discute un peu plus avec elles sur comment les métiers chez elles se transforment et qu'on arrête de former d'une certaine façon au contrôle de gestion, à la comptabilité, au marketing, si ça correspond plus exactement à la façon dont les entreprises travaillent au sein de leurs unités. Donc pour moi, l'avenir, je le vois comme quelque chose de anxiogène, non. Non anxiogène, mais à condition d'avoir un super bon accompagnement, et c'est de la formation et c'est de l'éducation. Donc au final, je pense qu'on a un moyen de faire quelque chose de bien et qui passera par l'interdisciplinarité, parce qu'il faut absolument, plus que jamais, alors c'est vrai que ce mot aussi, il avait un sens, on le place souvent en disant il faut que ce soit interdisciplinaire pour que ce soit bien. Là, pour le coup, ça peut pas marcher sans mêler les sciences de l'ingénieur, les sciences sociales, puis le scientifique, toute cette culture de calcul autour de la data, elle n'est pas suffisante à elle toute seule. Et il y a quelque chose que j'aime bien à l'école, c'est les profs qui sont emparés de ce sujet. Je voulais vous donner une petite anecdote, qui se sont dit on va développer quelque chose qu'on va appeler un code éthique du chercheur par rapport à la recherche, parce que ça pose tellement de problèmes, cette connaissance qui est accessible en un clic. Alors on l'avait déjà, comme tu dis Emmanuel, avec l'arrivée du web, mais là ça se transforme, c'est-à-dire que l'outil il est capable de produire des choses extrêmement puissantes, et donc on s'est dit on va travailler sur quelque chose qui permette de contrecarrer tout ça, c'est l'éthique. Voilà, savoir à partir de quel moment on considère que c'est une avancée, à partir de quel moment on considère que c'est pas une avancée. Alors après, c'est où est-ce qu'on fixe la limite dans nos métiers, avec nos étudiants, avec nos profs. Et voilà, la petite anecdote que je voulais vous donner, j'en ai déjà parlé, mais je la trouve intéressante, c'est moi en début d'année, puis la personne qui a fait cette expérience pour moi est dans la salle, vous devez écrire un message pour souhaiter bonne année à vos étudiants. Alors vous en avez 6000 étudiants. Et moi, voilà, pendant ma semaine de vacances, j'ai à cœur de faire un truc qui soit bien. Alors bien pour moi. Et donc je rédige le texte, je le fais lire, et puis voilà, on corrige le texte, il est plutôt pas mal, enfin ça va. Et puis on présente une deuxième version du texte qui a été faite avec la version élaborée de ChatGPT, qui permet de mettre mes textes dedans. Et il se trouve que je le trouve mieux, le second texte. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que je commence l'année sur du fake ou est-ce que je commence l'année avec vraiment ce que je suis moi, quoi. Alors évidemment, tout ça, c'est des questions métaphysiques, parce que l'étudiant, il reçoit un mail, bon, j'espère qu'il clique et qu'il le lit et qu'il est content qu'on lui souhaite bonne année. Mais on a pris le parti, enfin j'ai pris le parti d'utiliser ma version que je trouvais moins bonne. Et ça pose vraiment question. C'est-à-dire, à un moment donné, quand l'outil, il permet de faire gagner du temps, parce qu'au final, j'avais quand même passé pas mal de temps, quand l'outil permet de faire gagner du temps et qu'il propose quelque chose qui est plus efficace, ça mérite de l'investiguer. Et donc, moi, je suis pas une grande utilisatrice. Je sais pas trop comment on l'utilise. Donc, il faut absolument que je me forme, parce que je suis persuadée que je vais pouvoir gagner du temps, tout en dénaturant pas l'objet recherché, qui était au final de souhaiter juste une bonne année. Donc voilà, c'est un petit exemple très anecdotique et très hors de tout ce qu'on vient de discuter. Mais pour dire qu'il y a des usages, peut-être ne pas avoir cette peur et travailler tous de concert pour qu'ensemble on adopte ces pratiques dans un bon sens. Merci beaucoup Stéphanie. En fait, notre table ronde aussi, c'est un appel. C'est pour vous dire, si vous êtes dans une compagnie qui a besoin d'aide, vous posez des questions par rapport à comment adopter l'IA, vous avez l'adresse email de M. Kevin Carayo. Donc n'hésitez pas. Et voilà, merci encore. Oui. Alors, c'est ce qui est. Alors, peut-être que Yann peut revenir. Il est parti. Alors, zut, il est sorti, mais il va peut-être revenir. On avait prévu du temps pour les questions et pour le débat avec la salle, donc je pense que c'est le moment est venu. Je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent. Donc, si vous voulez bien travailler encore un petit peu, voilà, je pense qu'il y a plein de questions. On peut aussi revenir sur ce qui a été dit ce matin. Bonjour, je m'appelle Ravi. Kawan et j'étais ancienne élève à TBS et ancienne élève de Kevin aussi, et je voulais vous dire que TBS c'était une des mes meilleures expériences de ma vie, donc c'est un plaisir de vous voir. Ouais, non, mais c'est vrai. Pas préparé en plus. Ouais. En fait, ouais.
En fait, ma question était à Madame Lavigne, c'est par rapport à votre anecdote et ce que Yann il disait, comme quoi 68% des utilisateurs, ils ont peur de dire à leur employeur qu'ils utilisent ChatGPT. Et en fait, mon question est qu'aujourd'hui, de bien utiliser Google, c'est considéré comme une compétence. C'est-à-dire que même les développeurs, ils disent que je ne suis pas un génie, je sais juste bien googler ma question. Et du coup, pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'utiliser ChatGPT est considéré comme tricher ou comme c'est du fake ou quelque chose comme ça, mais pas le fait d'utiliser Google? Merci. C'est une super bonne question. Moi, je considère pas que c'est tricher, mais c'est déroutant quand on se dit que la machine est capable de produire quelque chose qui ressemble à du travail humain. Et je pense que ce qui est au cœur du sujet, c'est la valeur travail. Et justement, quelle est la valeur qu'apporte chaque collaborateur? Alors, il faut sans doute redéfinir dans ce que disait Yann sur ne pas le voir comme quelque chose juste de productivité, mais de savoir comment on crée de la valeur plus forte ou supérieure. S'il y a une machine qui peut faire ce que je faisais auparavant, laissons-lui peut-être le soin de le faire, mais du coup, il faut que moi, j'ai une proposition de valeur sur qu'est-ce que je fais d'autre. Et du coup, il faut que je trouve des choses qui étaient peut-être pas suffisamment accomplies parce qu'on manquait de temps. Moi, ce que disent souvent les collaborateurs dans l'école, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se concentrer aux problèmes. Alors, tout le monde devrait faire de la stratégie, mais en tout cas, des problèmes de fond, quoi. Et les gens ils disent je suis absorbé par des tâches quotidiennes, opérationnelles, j'en peux plus. Alors du coup, si cet outil peut nous permettre d'aller vers une culture de l'innovation plus forte au sein de toutes les organisations, ça peut être positif. Donc je crois que nous, on ne le voit pas comme un truc qui est triché. Il y a eu une conférence à l'école qui était hyper intéressante, qui a réuni tous les gens qui font du recrutement en Europe, dans des universités, des business schools, etc. Et moi, au départ, j'étais horrifiée de voir ces gens qui font du recrutement, tout ce que la machine va faire à leur place. Parce c'est vraiment super efficace pour analyser des CV, faire des comptes rendus. Donc vous vous dites, tous ces gens qu'on forme et tous les gens qu'on a chez nous, on va faire quoi? En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais c'est que ça produit une répartition des tâches et du travail. Et là, c'est en ce sens que je pense qu'il faut qu'on soit accompagné par des gens qui sont des spécialistes. Parce que si on nous laisse seuls face à cette... Voilà, donc pour moi, c'est pas interdit et c'est pas la culture du fake versus. Mais il faut vachement d'accompagnement parce que ça peut être déstabilisant. Et il y a des professions qui flippent. Moi, les traducteurs avec qui j'ai discuté hier, qui sont des traducteurs, vous savez, dans les écoles, on fait souvent appel à des grosses boîtes de traduction quand on a des gros rapports à rendre. Et ces gens-là, ils voient d'un très mauvais œil l'arrivée de ChatGPT. Ils ont dit dans 3 ans, mais ils parlaient justement de 3 ans, et ils ont dit dans 3 ans, nos métiers auront disparu, ça n'existera plus. Et ils disent les seuls métiers de traducteurs qui vont rester, c'est des gens qui traduisent, par exemple, dans des domaines juridiques, où il va y avoir des grandes compétences avec de l'interprétation du droit du travail, de l'interprétation du droit des contrats, parce que ça, la machine, interpréter des jurisprudences, voilà. Et donc ils disent il va rester des niches où ça peut marcher, mais pour le reste, ils sont hyper flippés parce que leur métier va bouger, donc ils réfléchissent à autre job, quoi. Voilà, donc moi je pense qu'il faut l'ouvrir et il faut se former. Oui, bonjour, je suis Hassan Gorbani, l'REPS Sciences Po. Alors, les interventions et les tables rondes, aussi passionnantes que ce matin, on continue à s'enrichir et être encore des hommes et des femmes augmentés. J'avais une question à M. Ferguson, mais je crois qu'il va revenir, j'espère. Mais en attendant, dans la suite de l'intervention de Stéphanie, Madame la directrice générale, alors vous fêtez les 120 ans de votre école, 6 000 étudiants. Est-ce que vous n'êtes pas tenté pour instiller un peu de l'IA dans le recrutement de vos futurs étudiants, si ce n'est déjà fait? Éventuellement, je ne sais pas, donner les profils et puis après fixer les critères et recruter. Anecdotique. Juste aussi une petite anecdote. Je dois être dans le monde parmi les rares personnes qui a posé une colle à ChatGPT. Je lui ai envoyé une question en disant ChatGPT, je cherche des bigoudis pour ma moustache. Et en fait, il m'a renvoyé des points d'interrogation.
Alors, sur l'automatisation pour le recrutement, oui, bien sûr, on a développé des choses qui nous permettent d'aller plus vite sur du recrutement. Donc, par exemple, nous, pour avoir 6000 étudiants, c'est pas 6000 qui candidatent, c'est on doit faire x3 ou x4 des gens qui candidatent pour rentrer à l'école. Donc c'est vrai que ça fait un flux de traitement de dossiers qui peut être lourd. Donc oui, on a déjà utilisé la machine pour traiter des choses sur des CV. Mais comme je te le disais tout à l'heure, moi je trouve que ce qu'on remet au centre du village, c'est aussi beaucoup l'humain. C'est-à-dire qu'auparavant, on demandait à des étudiants de faire une lettre de motivation, un CV. Aujourd'hui, lettre de motivation, un CV, la boutique vous le fait la PAB en un clic. Et donc, est-ce que vous avez envie de noter ChatGPT ou qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous voulez discuter avec la personne pour voir comment elle se présente et qu'est-ce qu'elle a dans les tripes et qu'est-ce qu'elle propose comme projet. Le seul hic de tout ça, c'est le nombre de gens qu'il vous faut pour faire ça. Parce que c'était bien pratique pour les profs, les profs et les équipiers de l'école, de passer par l'outil parce que ça nous faisait économiser des ressources humaines et du temps, quoi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à, quand on évalue, qu'est-ce que c'est qu'on évalue et comment on évalue. Mais ça, c'est un truc qui est sympa au niveau de l'école. On change les méthodes d'évaluation des étudiants et on y réfléchit en se disant, je fais un cours, je suis dans une salle, qu'est-ce que c'est qui compte à la fin du cours? Il faut qu'il reste quoi et comment je vais tester ce quoi qui doit rester autrement que par des choses qui peuvent être faites par la machine. Bon, après, les étudiants, ils sont super forts. D'abord parce que cette génération, elle trempe dans le digital, encore plus que les autres. Elle se balade et pour eux, c'est très 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 familier. Donc ils arrivent aussi à contourner les règles qu'on fixe. Donc ils sont très forts. Hein. Mais voilà, on essaye d'instrumentaliser encore une fois pour gagner du temps. Mais c'est vrai que ça pose des sujets. Je sais pas après si Kevin et Samuel dans des cours, vous avez des exemples précis d'évaluation. Non, pas sur le recrutement, mais il y a plein d'activités qui sont impactées là récemment. Avant-hier, d'ailleurs, il y avait le congrès des bibliothécaires de toutes les écoles de commerce qui étaient chez nous. Et donc Laure, notre responsable de la bibliothèque, m'a challengé, dit voilà, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur l'IA générative et donc on a mis un petit peu à plat les problèmes en fait à la bibliothèque. Par exemple, c'est un étudiant qui arrive et qui dit la dernière fois j'étais en cours de compta, le prof il a montré un livre, la couverture elle était jaune, il fait à peu près 500 pages et ça c'est le quotidien en fait de la bibliothèque. Et là dans le moteur de recherche, pas facile de rentrer les champs. Et donc, par exemple, on a fait un petit prototype un petit GPT là-dessus. On a rentré toutes les métadonnées qu'on avait des livres de la bibliothèque. Et ça marche très bien, en fait. On a fait la démonstration avant-hier. Donc, il y a plein de choses où on peut vraiment optimiser et utiliser vraiment ces outils-là. Mais je reviens à toi, Stéphanie, sur ce que tu as dit. Je le pense aussi, c'est que l'IA, c'est vraiment un sujet de délégation, pas d'automatisation. Yann l'a dit. On est encore dans un outil quand même qui est un assistant. Et donc, dans cette réflexion de rechercher où est-ce qu'elle est encore notre valeur, finalement, je trouve que l'effet que ça a, tu l'as dit Stéphanie, c'est de recentrer sur l'humain en fait. On se repose la question qu'on a peut-être oublié dans le quotidien chargé que l'on a tous. Je dis où est-ce qu'elle est ma contribution humaine en fait. Et c'est un peu paradoxal en fait, parce que l'IA on a peur que l'IA remplace l'humain et je trouve qu'on se pose aussi des bonnes questions pour dire où est-ce que j'existe, où est-ce qu'elle est ma contribution. Mais c'est sûr que ça va changer beaucoup de process, notamment dans le recrutement des étudiants. Non, c'était super intéressant. Hein. Je me suis régalé aujourd'hui, vraiment. Enfin, pour tout le monde, je me suis régalé. On trouve les interventions de manière générale très, très intéressantes. Une observation, c'est il y a à peu près 3 semaines, Sam Altman d'OpenAI fait une observation très intéressante dans une conférence sur l'IA, c'est que quand on a un benchmark sur l'IA, en fait, il said the goalpost keep moving. C'est-à-dire que si vous étiez sur une conférence sur l'IA il y a 10 ans, ça y est, c'est l'antenne, ouais. Il y a 10 ans, en fait, les capacités sont, l'IA peut faire ci, peut faire ça, c'est le benchmark humain. Et en fait, on est de moins en moins impressionné. Hein. C'est-à-dire que l'IA arrive à faire une tâche, on en veut plus. On en veut toujours plus. On est toujours plus, on en veut toujours plus.
La question que j'ai, c'est est-ce que vous voyez ça aussi par rapport à l'aspect des normes? Et en fait, quand on se dit, par exemple, voilà, ça c'est tricher, ça c'est pas sur l'aspect technique, mais sur l'aspect ce qui est acceptable. Tu parlais par exemple d'écriture de la lettre. Est-ce que vous avez constaté dans l'entreprise, dans l'éducation ou d'autres, déjà des changements à ce niveau-là? C'est-à-dire que vraiment, par exemple, moi je me rappelle, je suis la génération où on a commencé à utiliser Wikipédia à l'université. Mes profs à l'université à l'époque, Wikipédia, c'était surtout pas Wikipédia. Est-ce que déjà vous constatez en termes de pratique des choses qui n'étaient pas acceptées il y a quelques années ou quelques mois et qui au final, on commence à l'accepter? C'est-à-dire pas l'aspect technique, mais aussi est-ce que the goalposts keep moving en termes de ce qui est acceptable de déléguer à la machine? En fait, comme toute l'équipe disait tout à l'heure, en fait, notre doyenne, par exemple, a embrassé très vite l'impact de ChatGPT au niveau de l'enseignement, par exemple. Et on a eu un groupe de travail qui a travaillé là-dessus. Et en fait, quand on regarde les résultats, une des recommandations, c'était on n'interdit pas, on dit aux étudiants de décrire ce qu'ils ont utilisé, de décrire le résultat issu de ChatGPT. Et sur cette base, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de réorganiser les notations. Par exemple, si on devait faire un rapport, on met moins de notes sur le rapport et on met plus de notes sur la présentation, l'oral. Donc, il faut qu'ils expliquent les concepts. Donc, ce qui fait que, et nous, on veut aller à l'étape supérieure. Ça veut dire, si on autorise, il faut qu'on les forme sur la manière de bien utiliser. Et au niveau de la recherche, par exemple, dans le comité éthique, dans le code éthique, il est clairement indiqué, si vous utilisez l'IA, il faut expliquer où vous avez utilisé l'IA pour écrire votre papier et il faut le mentionner dans votre papier, comment vous l'avez utilisé, où vous l'avez utilisé. Nous, on va même plus loin. On est en train d'investir actuellement sur l'acquisition d'une couche de Scopus AI qui est en fait leur IA générative qui permet d'aller interroger Scopus, qui est une base de données bien connue. Et l'idée, c'est que nous, à l'école, on croit à ces outils et on va investir là-dedans pour accompagner nos chercheurs à embrasser et s'approprier ces outils, en fait, de pouvoir améliorer leur façon de travailler, devenir vraiment des chercheurs augmentés. Et on pense aussi la même chose au niveau de l'enseignement augmenté. Donc, je pense que... je sais pas si... Et moi, pour compléter sur la partie étudiants, moi, ce que je remarque, c'est que plus ils sont jeunes, donc nous, on recrute des étudiants qui ont le niveau bac et qui nous rejoignent, eux, ils expliquent que l'utilisation de ChatGPT, c'est top. Pour eux, c'est un outil à dispo comme une plateforme. Alors, il y avait des trucs qui s'appellent School Move qui aidaient à faire les cours quand j'étais lycéen. Pour eux, quand on leur demande de faire un truc, ils le balancent sur ChatGPT, ils voient ce que ça donne, mais ils se mettent dans une position d'évaluation de est-ce que c'est suffisamment bien ou pas bien. Et en fait, ça leur mâche le travail, mais quand même, après, ils l'utilisent et ils se l'approprient. Donc en fait, c'est une façon de s'approprier un truc que nous, on dirait pré-mâché, sur lequel nous, on passait du temps, mais du coup, ils développent d'autres compétences. Et moi, j'aime bien aussi ceux qui deviennent, quoi. Ils font quelque chose. Alors après, ça les rend, par contre, il faut le dire, un peu pénibles, parfois dans la salle de cours, parce qu'ils ont un avis sur tout, et ils vont tout aller contrôler. Enfin voilà, ils se mettent dans une position d'évaluateur. Non, mais encore plus qu'avant, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Mais ils disent que c'est presque un outil pédagogique, quoi, ChatGPT pour eux. Bon, et après, il y a toujours ceux qui n'ont pas envie de bosser et qui le font. Voilà, j'utilise ça comme ça, j'en fais le moins possible, mais ils étaient déjà comme ça avant. Et là, c'est à nous de mettre les bons filtres d'évaluation. Mais en tout cas, j'aime bien le petit côté que c'est un outil pédagogique aussi pour progresser. Je rebondis là-dessus parce que ce que tu dis, c'est vraiment ce que j'observe aussi en termes de voilà, ça pousse à développer plus de compétences, ça pousse aussi à prendre beaucoup plus de temps pour prendre des décisions. Et surtout, en fait, qu'est-ce qu'on dit généralement aux étudiants? On leur demande de développer un esprit critique. Mémorisez pas, développer un esprit critique. Finalement, si on est dans une perspective. Je pense qu'ils veulent que tu utilises une perspective en fait, d'évaluation, en réalité, ils sont vraiment au cœur de l'esprit critique. Quand la machine leur spit out quelque chose, ou alors quand nous, en cours, on leur dit quelque chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose assez fascinant et positif. Ouais, après, ce que je voulais rajouter, c'est aussi que souvent, quand on rejette quelque chose,
on fait une erreur parce que des fois, il faut aussi accepter que les choses elles sont en train de changer en fait. Donc, il y a des compétences, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire. Je sais pas, les ordinateurs sont arrivés, par exemple, le calcul mental qui était hyper important et enseigné à l'école. Maintenant, on est un peu moins bon, quoi, parce que on a même sur le téléphone, on fait faire les calculs. Mais là, ces IA génératives aussi, ça redistribue beaucoup de cartes. Et par exemple, on prend quelque chose de fondamental qui est enseigné dès le CP, la lecture. En fait, dans notre quotidien professionnel, il y a plein de fois, on a plein de trucs à lire, des rapports, et on n'a pas besoin de lire les 150 pages, on veut extraire des choses assez rapidement. Donc, il faut aussi remettre sur la table, en fait, l'être humain est en train de changer, en fait. La société est en train de changer, il va y avoir du bien, du moins bien là-dedans. Hein. C'est toujours comme ça quand il y a un paradigme un peu qui bascule, là, comme ça. Il faut dire, voilà, maintenant, l'être humain, il collabore avec une entité technologique, il y a une espèce de délégation, de collaboration avec un assistant, et il faut remettre un petit peu tout à plat, en fait, et dans tout ce qui est autour de la prise de décision. Donc, généralement, quand on résiste, on est un peu vieux jeu, on est un peu has-been, en fait. Il vaut mieux se poser la question, pourquoi c'est en train d'arriver, qu'est-ce que ça veut dire, vers où on va, et c'est ce qu'on fait à l'école, il faut se remettre en question et accepter que l'être humain est en train d'être redéfini et collabore maintenant avec une espèce d'entité technologique qui s'appelle l'IA. Oui, je suis Micheline Marissal, je suis enseignant-chercheur au LIREPS et maître de conférence en économie de l'éducation. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est à APM. Vous avez eu donc une collaboration avec avec TBS concernant l'implémentation en fait de certaines compétences de l'IA à l'IA, mais au niveau durabilité, puisqu'on a parlé de stage, est-ce que ça s'est transformé avec des emplois où il y avait la demande exprimée de compétences autour de l'usage de ces IA? Alors oui, on a eu une stagiaire qui a été chez nous pendant 6 mois et ça s'est terminé en recrutement. Qui a été la première data analyst dans notre équipe, donc vraiment une pièce fondamentale puisque tout s'est un peu construit autour de ces travaux ensuite, et ensuite on a pu augmenter la taille de l'équipe, mais oui il y a une volonté de pérenniser, de prendre les sujets qui ont été développés avec les étudiants. Quand on est vraiment convaincu, on les termine, parce que souvent les délais des étudiants font qu'on n'a pas tout à fait terminé le projet, donc on met les moyens pour les terminer et ils sont utilisés aujourd'hui. Je vous ai parlé du live chat analysis, c'est quelque chose qui nous fait gagner un temps fou pour comprendre ce qui marche bien, les besoins des clients et des choses comme ça. Donc oui, c'est en fonction des sujets, en fonction des années, il y a une possibilité, en tout cas une volonté certaine de pérenniser tous les sujets, et on y arrive un certain nombre de fois. Certaines fois, ça a moins bien marché, on a conclu que c'était pas suffisant en termes de qualité pour le professionnaliser, et à ce moment-là, voilà, on passe au suivant. C'est comme ça qu'on fonctionne. Merci. Alors, j'ai une question. Tu permets, Pierre-Alex? Et puis après, du coup, alors, dans votre présentation, il y a des choses qui ont fait écho à ce qu'on s'est dit ce matin aussi. Alors, notamment, moi, du coup, ça suscite une question à APM aussi, un peu stratégie PME. Ce matin, il y a un des intervenants, Mauro Pellucchi, qui a souligné le fait que l'IA avait tendance à réduire l'écart dans le domaine de la consultance, entre les top experts et on va dire l'expert moyen. Et que, en fait, l'expert moyen a tendance à converger vers le top expert. Et là, en fait, vous avez évoqué le fait que l'IA, manifestement, vous permet de faire des choses nouvelles que vous ne pouviez pas vous permettre en tant que PME. Donc j'imagine, compte tenu des limites de vos moyens liés à la taille de l'entreprise. Et maintenant, vous allez pouvoir les faire. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un espoir comme ça de rattraper les plus grosses entreprises ou de plus grandes entreprises en termes de performance et de capacité à faire des choses sur un certain nombre de sujets? Et ça, je trouve que ça pourrait induire des dynamiques économiques tout à fait intéressantes en termes de concurrence. Voilà, habituellement, les gros sont en concurrence avec les gros, les moins gros sont en concurrence avec les moins gros. Là, est-ce qu'on ne va pas avoir une redéfinition de ce que c'est que la concurrence entre les entreprises, finalement, à terme? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai qu'on est capable de faire des choses qu'avec nos ressources humaines actuelles, on serait bien en peine de faire.
Mais ce serait un peu un raccourci de penser que les grosses entreprises n'avancent pas elles aussi. Avec notre petit outil de veille que je vous ai présenté, le M&M's tout à l'heure, on arrive à lister aussi tout ce qui est fait au niveau IA, on l'a un petit peu targeté là-dessus, au niveau des grosses entreprises. Et on voit des choses extrêmement impressionnantes, notamment chez notre voisin Airbus. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Airbus parmi nous, mais on a vu des IA génératives sur le procurement qui sont extrêmement intéressantes. Donc ils sont capables de mettre vraiment de l'IA sur des sujets extrêmement précis, extrêmement pointus, sur des besoins très spécifiques, alors que nous on est encore un peu en train d'essayer de faire des trucs très génériques, enfin très général, pour avoir le maximum de valeur ajoutée. Eux ils sont déjà dans le stade où ils sont capables de vraiment pointer des besoins extrêmement précis. Donc on n'est pas encore tout à fait au même niveau, mais en tout cas oui, ça nous permet encore une fois de faire des choses que normalement on ne serait pas capable de faire. Et pour une PME comme nous, je pense qu'on n'est pas si nombreuses que ça aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, puis ensuite il y aura le mot de la fin par nos amis d'Amity. Et je vous rappelle aussi qu'on a une visite guidée tous ensemble de l'exposition IA double jeu, pour celles et ceux qui pourront encore rester, et un pot après, mais il faut faire la visite. Si on veut participer. Bon, juste une question très courte alors, hein, mais je fais, comme Yann et comme vous, je suis souvent à discuter avec des entreprises sur IA et Future Work. La dernière fois, c'était mardi avec Intuit, qui fait TurboTax, etc. C'est une boîte de 180 milliards, ils sont moins sur l'IA, l'automatisation à fond. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui du fait que l'IA est un assistant. Donc en fait, il va prendre du travail, enfin, il peut automatiser des tâches qui ne sont pas le senior programmer ou alors l'avocat qui est en haut, mais le paralegal et le codeur, mais qui est le codeur junior, etc. Donc en fait, si c'est un assistant, est-ce que je suis tout à fait d'accord avec ça, et donc en fait, il va venir un petit peu taper dans le niveau de compétence junior. La question en général qu'on me pose, donc du coup je vous la pose pour écouter ça, j'ai mon opinion mais j'ai envie d'écouter, qui va former les juniors ? Non mais c'est vrai, est-ce que c'est en interne dans les boîtes ? Est-ce que c'est un... Parce qu'en fait, clairement, il va manquer du temps de formation où on fait ces tâches-là un petit peu cognitives mais simples pour après devenir un expert. Voilà. Et qui va former le junior ? Est-ce qu'on va étudier plus longtemps ? Est-ce qu'on va offrir d'autres types de cours plus spécialisés ? Est-ce qu'on va s'adapter comme ça ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus dans l'entreprise ? Qui forme les juniors ? Moi, je dirais que ça va dépendre, quoi. Moi, je pense qu'il y a quelques années déjà, moi, j'ai reçu un appel de quelqu'un de chez Airbus qui m'a dit « J'aimerais déjeuner avec toi ». J'étais un peu surpris, quoi. J'ai accepté de déjeuner. Et quand il est venu, il m'a dit « Écoute, on a tous ces pilotes, tous ces preuves de concept qu'on a fait chez nous, mais on n'arrive pas à scale up. Parce qu'on pense qu'on n'a pas toutes les compétences en interne. Comment TBS peut nous aider à regarder cela? On a fait des projets avec nos étudiants. Donc, et là, on a pu identifier des différents profils. Ceux qui pouvaient être formés à l'interne et ceux qui avaient besoin d'avoir des programmes spécifiques qui pouvaient être développés par exemple, TBS ou par d'autres écoles plus spécifiques en ingénierie. Donc, c'est pour ça que je dis ça dépend. Voyez-vous, et pour cela, je pense dans certains cas, il va falloir développer des programmes spécifiques, peut-être par bloc de compétences, pour pouvoir faire monter les gens. Dans certains cas, c'est même juste leur former, c'est quoi l'IA, parce que les gens, il y a tellement de misconceptions of ce que l'IA peut faire et peut ne pas faire. Donc, juste déjà leur montrer c'est quoi l'IA, c'est quoi les capacités de l'IA, ils peuvent se l'approprier et identifier maintenant, comme Yann le disait, les parties de leur emploi où l'IA peut venir créer de la valeur. Maintenant, créer de la valeur et aussi maintenant, au niveau organisationnel, c'est comment on capture cette valeur. Parce qu'on peut la créer et tant qu'on ne la capture pas, ça ne servira pas non plus à grand chose.
Ouais, toi, comme tu veux. Non, moi, ça me faisait. Je suis pas sûre d'avoir compris ta question, donc peut-être que je vais être à côté de la plaque. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est comment, habituellement, quand on recrute des gens dans l'entreprise, on passe par différentes phases et on démarre toujours par je dois faire le registre de la preuve. Et souvent, le registre de la preuve, et je démarre aussi par des tâches opérationnelles simples. Du coup, si je comprends ta question dans ce sens, moi, je pense que ça va nous obliger à réfléchir aux compétences et à la carrière, aux trajectoires de carrière dans l'entreprise, sur finalement qu'est-ce que c'est qui permettait de monter. Moi, je me suis rendu compte, alors bon, moi je viens, comme tu le sais, du monde académique, la chose la plus dure que j'ai eu à gérer, c'est de comprendre pourquoi, quand on veut donner une promotion à quelqu'un, on le nomme manager. Parce que manager, en fait, c'est juste un truc, si t'as pas envie de le faire et si t'es nul, tu détruis de la valeur pour tellement de gens. Mais dans mon entreprise, tous les gens qui progressaient, on les mettait manager. Bon, ça c'est très compliqué, parce qu'en fait, tu peux très bien progresser sans devenir manager. Et donc, en fait, il faut recréer une nouvelle façon de, je pense, gérer la progression salariale et la trajectoire de carrière, avec sans doute cette notion que peut-être, dès lors qu'on rentre dans l'entreprise, les tâches qui sont faites par l'assistant, qui est l'intelligence artificielle, en fait, elles sont faites pour tout le monde. Donc, c'est plus une façon ni d'évaluer, ni d'assurer de la promotion. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait pour les étudiants. Savoir comment l'assistant, il t'aide, mais qu'est-ce que t'en fais, quoi. Et je pense qu'il y a toujours le truc de la pensée critique. C'est-à-dire qu'à la fin, résoudre un problème complexe, il faut toujours le résoudre, quoi. Et je suis pas certaine que l'outil y arrive toujours. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on rebosse avec les RH chez nous pour savoir comment on avance là-dessus, quoi. Ouais, moi ce que je voulais rajouter un petit peu, il y a aussi des choses où on est un peu sur un territoire un peu nouveau. Il y a des choses amusantes qui vont arriver. Par exemple, sur l'IA générative, ce qui se passe aussi, c'est qu'on va avoir notre espèce de jumeau un peu IA. En fait, on se crée nos propres assistants. Donc on va le charger un petit peu de toutes nos données, nos savoirs, etc. Donc on va un peu avoir notre digital twin assistant. Et donc, je sais pas, si on prend un junior, et le junior, il pourrait par exemple interagir avec le digital twin AI de son manager, en fait. Donc ça peut donner aussi, et le manager, on lui court toujours après, il est jamais là, et on a plein de questions à lui poser. Donc il y a aussi ce binôme un peu IA-homme. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu redéfinies. Et cette idée d'avoir chacun son assistant, il y a plein de gens qui le font, enfin moi que je connais dans le monde de l'entreprise à différents niveaux. Et donc ils chargent leurs données. Donc je pense qu'il y a des modèles qui sont aussi en train de changer, en fait. Donc, c'est difficile de prévoir. Il faudrait voir les gros cerveaux là, des experts, vraiment ce qu'ils disent là-dessus. Mais il y a des choses où il ne faut pas qu'on réfléchisse. Et c'est un peu ce que tu disais, Stéphanie. Cette évolution, cette notion de trajectoire, de carrière, évolution, il y a des choses qui vont changer, en fait. On ne peut pas appliquer le même modèle, en fait. On est vraiment dans un paradigme, un nouveau paradigme dans l'entreprise.